Pistonner, l'émission F1 qui vous fait aimer le Grand Prix, qui vous a peut-être ennuyé. Bienvenue pour cette nouvelle émission. On va revenir forcément sur le Grand Prix de Styrie qui s'est déroulé cette semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve de toute façon après chaque week-end de Grand Prix, que ce soit dès le lundi sur les antennes bien sûr d'Auto Plus télé, dès 19h, bien sûr, c'est le canal 232 de votre Freebox, mais également disponible sur Molotov TV. Et puis aussi également le jeudi sur First Team Sport, le mercredi même sur First Team Sport à partir de midi. C'est totalement gratuit et je sais que vous plébiscitez bien sûr ce rendez-vous. Petit tour de table pour ce plateau, ma foi, incroyable une nouvelle fois. On a attendu la pluie tout au long de ce week-end, elle n'est jamais arrivée. Pourtant, elle tombe au-dessus de la tête d'Hamza Rahmani aujourd'hui. Comment ça va, Hamza ? Ça va pour le moment très bien. On va le dire et expliquer pour les gens qui nous regardent, il y a une fuite juste au-dessus de ta tête, c'est une semaine qui commence mal, on peut le dire, Hamza. Et pourtant, elle était si bien et si bonne la semaine dernière avec l'annonce de la disparition à venir du GP à Sochi. Autant te dire, alors qu'il n'y a pas que le plafond qui tombe. Non, il y a aussi mon émetteur, pardon. Autant te dire que on verra comment se passe cette semaine. C'est vrai qu'on a perdu ce qui était le soldat Sochi. Le soldat Sochi, l'un des chouchous des pistonnés. Salut Brice Germain, comment vas-tu ? Ouais, pareil, totalement atterré par cette disparition de Sochi. On va devoir taper sur le Castellem. Non, ça va être. Je sais pas comment on va faire. J'ai pas envie, hein, mais bon, il va falloir. Hein. Et puis Alex Caldi, lui aussi, également. Alors, lui est forcément très heureux parce que Portimao, pour le moment, n'est pas menacé. On touche pas à Portimao. C'est une entité de la Formule 1 maintenant, désormais. Miami, et Portimao, c'est pas un circuit de remplacement en F1 ? Oui, t'inquiète pas. Le Portugal. C'est pas le plan EF ? Oui, respectons le Portugal, bien sûr. Respectons le Portugal. Non, mais oui, très heureux. On peut respecter hier soir. Oh. C'est vrai, c'est comme ça que j'aurais dû émission, commencer. c'est cool. C'est comme ça que j'aurais dû commencer, en effet, t'as raison. C'était le meilleur lancement à faire. Le sommaire, les amis, de cette toute nouvelle émission, bien sûr, des pistonnés, je vous en parlais. Le débrief du Grand Prix de Styrie. C'est un petit peu ennuyeux, ce sera peut-être un petit peu justement le débat entre nous aujourd'hui. L'entretien, on a pris des nouvelles. Alex Caldi, surtout, a pris des nouvelles de Théo Pourchaire, vous le savez, blessé lors du dernier Grand Prix de Bakou, du côté de la Formule 2. Et on va prendre un petit peu justement de ces nouvelles, savoir s'il va revenir très rapidement. Le débat, est-ce que Mercedes nuit ou peut nuire, bien sûr, à la carrière de Russell ? Pourquoi tu disais oh non ? Spécial autrichien, je vois. Et oui, et le quiz spécial autrichien. Alors là, on va se régaler aujourd'hui, les amis. Je vous ai concocté un petit quiz, là, aux petits oignons. Et honnêtement, j'ai fait ça cette nuit et je me suis régalé. J'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais participer à ce quiz ? Franchement, je me suis régalé. Et voilà, donc ça sera le thème, ça sera l'Autriche et la Formule 1, bien sûr, et le grand débat autour de George Russell, Monsieur Schkoumoun, hein, on pourrait l'appeler comme ça après le Grand Prix d'hier. Les amis, juste vous dire, tiens, vous avez vu le petit bouquin qui est juste là, c'est notre ami Daniel Ortelli qui nous l'a offert. Je vous le montre, c'est une biographie donc, de Lewis Hamilton. On voulait mettre un petit peu en lumière Daniel Ortelli parce que c'est vrai que la presse n'a pas forcément beaucoup parlé de ce livre. Pour tout vous dire, on ne l'a pas encore lu, on va le lire et surtout on espère pouvoir accueillir Daniel Ortelli dans les semaines qui viennent et pourquoi pas après Silverstone pour justement vous préparer une spéciale Lewis Hamilton parce que ce personnage est tout à fait particulier et jonché de plein d'histoires. Et on vous fera gagner bien sûr un exemplaire une fois qu'on l'aura lu, bien évidemment. Allez, on lance tout de suite le débrief de ce Grand Prix de Styrie 2021. C'était la 8e manche du championnat du monde de Formule 1. Et 4 de suite pour Max Verstappen et Red Bull. Ce n'était pas arrivé depuis 2013. La victoire à domicile du coup du pilote néerlandais qui a eu un petit peu plus de réussite que ses compatriotes face aux Tchèques hier. Victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton, de Mercedes sur ce podium avec Valtteri Bottas qui complète à la 3e place. Sergio Perez, 4e. Le meilleur des autres, c'est encore une fois Lando Norris. Ce qui a changé par rapport à la semaine dernière, c'est que 2 Ferrari se sont invités dans ce top 10. Lance Stroll a relancé une belle série du côté des qualifications, mais a aussi inscrit les seuls points bien sûr de Aston Martin dans cette course. Fernando Alonso en a fait de même pour Alpine. Et puis la 10e place pour Yuki Tsunoda. De retour, on n'en parlera pas Yuki Tsunoda, mais c'est vrai qu'il a fait un week-end plutôt intéressant. Sans doute l'un des plus réguliers, en tout cas depuis sa première course du côté de Bahreïn. Les 4 enseignements de ce Grand Prix de Styrie 2021. On les regarde tout de suite, bien sûr, avec forcément une première interrogation, une première constatation qui s'impose à nous. Est-ce que le suspense de ce championnat 2021 n'a pas pris un petit peu les boules ? Ça, elle n'est pas de moi. Non, elle n'est pas de dire toi. parce que je la cautionne pas, moi, celle-là. Je la valide pas. Voilà, on se disait que cette saison 2021 allait être pleine de suspense. On a un petit peu les boules après ce Grand Prix, bien sûr, de Styrie. Le clair obscur pour parler de cette course à 2 visages
offert par le pilote monégasque ce dimanche. Aston Martin redéploie ses ailes. Vous le verrez, on va évoquer la bonne série d'Aston Martin, mais également les annonces qui ont eu lieu, bien sûr, tout au long de cette semaine concernant l'avenir de cette écurie. Et puis Kimi, mauvais mais indispensable. On avait quand même mis un point d'interrogation. Je sais que Brice voulait mettre un point d'exclamation. On se dit quand même, on va pas égratigner la légende Kimi Raikkonen. Ce sera le 4e enseignement, bien sûr, destiné à évoquer le pilote finlandais du côté de chez Alfa Romeo. On attaque tout de suite sur ce suspense. Y aura-t-il vraiment du suspense dans cette saison 2021 ? Tant Red Bull a dominé ce week-end, des Red Bull déconcertantes de facilité. Christian Horner l'a dit, c'est la victoire de Max la plus nette, la plus impressionnante en tout cas dans cette saison 2021. On se rappelle que Pérez aurait dû terminer sur ce podium si cet arrêt de 4 secondes 8 ne lui avait pas coûté le podium. On rappelle qu'il a échoué à 5 dixièmes de Valtteri Bottas et de cette 3e place. Des RB16B intouchable à la régulière. J'ai l'impression que ça monte crescendo, week-end après week-end. Et est-ce qu'il peut en être autrement dès la semaine prochaine, puisque je vous le rappelle, le Grand Prix d'Autriche aura lieu également sur le Red Bull Ring. Ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser de manière collégiale. Et puis, on a parlé de la situation de Red Bull. Évoquons quand même un peu la situation de Mercedes. Un petit peu dans le seum, nos amis allemands. Pour Wolf, eh bien, Red Bull a sacrifié la saison 2022 en se concentrant sur du développement de 2021. J'attends votre avis là-dessus. Hamilton qui soupçonne Honda d'évolution moteur alors qu'elles sont interdites et proscrites bien sûr dans cette saison. Et la question que j'ai envie de vous poser concernant Mercedes, ont-ils des leviers pour revenir dans le match ? On va vous proposer, avant de vous faire réagir, 2 citations. Et on va commencer avec Toto Wolff, donc, qui donne un petit peu dans le seum. Son vrai prénom, c'est Torger. Ça, c'est pour votre petite culture G pour briller dans les dîners parisiens et provinciaux bien sûr. C'est vraiment la première course en 8 ans où nous manquons clairement de rythme. Vu la situation, nous ne devons faire aucune erreur et il faut le dire, nous aurons besoin que les étoiles s'alignent pour nous. Le discours est quand même assez fataliste alors que nous sommes qu'à la 8e course de ce championnat. Réaction aussi également de Lewis Hamilton, pris en flagrant délit de surpilotage tout au long de ce week-end. J'ai fait une course en solitaire, j'essayais de suivre, mais ça semblait impossible. Ils sont juste plus rapides depuis 2 ou 3 courses et nous ne pouvons rien y faire. Les amis, après ces déclarations très surprenantes de la part de Mercedes, après l'excellent week-end de Red Bull, y aura-t-il finalement du suspense dans cette année 2021 ? Il n'y a pas de marge de manœuvre possible par rapport à la voiture. Donc c'est ça le problème. Encore, on restait sur des saisons où les écuries pouvaient évoluer leur voiture, apporter quelque chose qui allait changer drastiquement la donne. Là, c'est pas le cas. Tous les budgets sont alloués à 2022. En soi, on ne peut faire que du réglage, pas forcément de la grosse évolution. On n'a pas le temps de redessiner un train arrière, on n'a pas le temps d'amener une version B de cette W12. Donc il y a un dépit, forcément. Il y a un dépit chez Wolff, il y a un dépit chez Hamilton, il y a un dépit chez tout le monde parce qu'on se dit, au vu de la réglabilité de la Red Bull par rapport à la Mercedes, on n'a pas de plan B, on n'a pas de solution viable pour venir à bout de Red Bull. Le deuxième Grand Prix d'Autriche va être très intéressant sur un point. 1, les pneus sont plus tendres. 2, on va voir si Mercedes a compris quelque chose sur sa voiture pour faire évoluer les choses. Si les choses n'évoluent pas au Grand Prix d'Autriche, on va voir vraiment les limites de Mercedes en disant, voilà, là, on est à 2 dixièmes et demi. On ne peut pas aller plus haut, c'est tout. Effectivement, il y a un sentiment d'impuissance chez Mercedes et chez Lewis Hamilton. Maintenant, on l'a vu par le passé, on connaît la faculté, notamment qu'a Lewis Hamilton, à retourner une situation. Aujourd'hui, il a 18 points de retard. Il a déjà comblé un écart plus important face à Sébastien Vettel, il y avait plus de 20 points d'écart. Face à Nico Rosberg, l'année où il perd le titre face à Rosberg, il a 43 points de retard, il est devant à la trêve. Donc, c'est pas terminé, il reste plus d'une douzaine de Grands Prix. Avait-il une voiture aussi limitée ? Voilà. Oui, mais est-ce que les situations sont comparables dans le sens où tu avais du développement technique à l'époque, tu as un Sébastien Vettel qui a complètement craqué psychologiquement, par exemple, en 2018. Mais qui nous dit aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance que Max Verstappen, qui découvre cette situation de candidat peut-être devenu favori pour le titre, on ne sait pas encore comment Max Verstappen va réussir à gérer parce que c'est une pression. On attend aussi peut-être des problèmes de fiabilité du côté du moteur Honda parce qu'il y a une telle poussée entre 2020 et 2021. En début de saison, on nous parlait de la fiabilité à voir sur l'ensemble de la saison. Aujourd'hui, il n'y a que 18 points de retard pour Lewis Hamilton. Le titre, il n'est pas joué. Même si aujourd'hui, au niveau de la dynamique et au niveau du visu, on a l'impression qu'il n'y a pas un monde,
mais qu'il y a un vrai écart entre Red Bull et Mercedes. Mais il n'y a que 18 points d'écart et la saison est encore longue. Ouais, la saison est encore longue, mais j'avoue que je suis pas aussi optimiste que toi. Pour le coup, je suis très optimiste très pessimiste pour Mercedes, parce qu'il y a cet aspect où effectivement on peut pas réagir. On peut pas réagir sur la Mercedes. Lewis Hamilton l'a déploré, l'a clairement dit. Moi, j'aimerais qu'on change un peu de politique, qu'on arrête de se pencher réellement sur 2022, qu'on reste un petit peu plus quand même sur cette saison 2021. Mais visiblement, c'est ce que ne peut pas faire en tout cas Mercedes, ne veut pas sacrifier 2022. Mais il y a plusieurs facteurs. C'est bien sûr l'aéro de la voiture qui ne colle pas du tout à cette nouvelle réglementation, mais aussi plusieurs choses. C'est que le manque de réactivité est lié aussi au fait au début de saison, quand Mercedes découvre pendant l'hiver que la voiture finalement elle va pas fonctionner pour cette saison, donc du coup on peut pas réagir. Tu as aussi le fait qu'il y a un truc tout bête, mais il y a des budgets capés, donc il y a moins de personnel du côté de chez Mercedes, donc moins de capacité de réaction dans une saison où on peut absolument pas réagir. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que la situation est bien différente par rapport à l'histoire avec Sébastien Vettel, où on a Mercedes à l'intérieur qui n'a pas cette capacité de réaction et comme pouvait l'avoir par exemple face à Sébastien Vettel et Ferrari. Et Lewis Hamilton, quand même, c'est la première fois que je le vois aussi défaitiste à la fin d'une course, alors qu'on est quasiment on est qu'au début de saison. Et c'est pour ça que je suis très pessimiste, parce que le visage de Lewis Hamilton à la fin, pendant la course, avec les paroles de Lewis Hamilton où il est très perturbé, vraiment perturbé. C'est l'une des premières fois que je vois ça depuis. Il est ailleurs. Il est vraiment ailleurs. Voilà, il est vraiment ailleurs, et il cherche parfois un petit peu des excuses en disant non mais dis-moi les choses clairement en fait à Peter Bonington. Donc il y a cet aspect là qui me fait dire que le suspense commence à partir, et on voit clairement que Mercedes est en train de perdre littéralement, j'ai envie de dire, une certaine sérénité qui leur était tellement caractéristique jusqu'à maintenant. Ils ont toujours toléré les échecs. Mercedes, ils ont toléré les échecs, les bavures, les bourres, tout ça, machin. Sauf que là, c'est le premier week-end où ils font tout bien et où ils sont à 15 secondes. Je parle pas de l'arrêt en plus d'Hamilton, mais ils finissent à 15 secondes en n'ayant rien fait de mal. C'est là le problème. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une explication technique? Je pose la question, je sais bien évidemment que vous avez la réponse, on a commencé à en parler après le Castellet la semaine dernière. Comment on explique le gap qui est en train de prendre Red Bull sur Mercedes depuis déjà 3 ou 4 courses, comme le disait Lewis Hamilton dans la citation tout à l'heure? Il y a un point très important qu'a souligné Toto Wolff au média allemand. Il estime que Mercedes aujourd'hui se focalise peut-être un peu trop sur les qualifications. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver pour revenir au niveau? Parce qu'effectivement, au niveau des qualifications, ça semble compliqué aujourd'hui d'aller chercher Verstappen. Et si demain tu pars 2e, 3e ou 4e, la victoire, si tu as un rythme intéressant en course, la victoire, tu peux quand même aller la chercher. Donc c'est un équilibre à réajuster. Peut-être qu'en rééquilibrant et en se focalisant davantage sur la course, qu'ils vont réussir à réduire cet écart en course, et qu'on va voir, parce qu'au final, c'est en course que tu marques les points. Ouais, mais on a vu que la Mercedes a beaucoup de mal à aller chercher la Red Bull, parce que Red Bull s'adapte en termes aérodynamiques à la puissance moteur de Mercedes. Ils regardent en essai libre la puissance moteur du Mercedes, ce qu'ils ont comme retard en télémétrie, et ils ajustent l'aileron arrière en fonction pour faire en sorte que la poussée et la pointe de la Honda vaillent le coup par rapport à celle de la Mercedes, tout en gardant la stabilité. Donc au final, ils ont toujours l'arme pour répliquer. Ils ont toujours un coup d'avance par rapport à ça, puisque la voiture est stable de l'arrière. Mercedes n'a aucune marge de manœuvre. Et c'est là où on se voit où ils vont pouvoir se défendre. Donc si tu mets tout pour la course, ok. Derrière, tu pars 2e, tu peux pas aller chercher Verstappen, tu fais quoi? Tu restes bloqué derrière lui comme au Castellet, tu subis, tu te prends une stratégie agressive et tu perds quand même. Mais le jour où éventuellement, en fait, c'est pas grave, reste 2e. Et puis le jour où tu auras une catastrophe devant, où tu auras un problème moteur, parce que ça peut arriver, c'est quand même juste, on l'a vu avec George Russell encore ce week-end, ça peut arriver, ça va arriver, on verra. Lewis Hamilton, il devra répondre au présent et il devra prendre les points. Et cette situation, alors effectivement, on n'a pas vu cet écart avec Ferrari comme aujourd'hui avec Red Bull, mais cette situation où Mercedes semblait en position d'infériorité par rapport à la concurrence, Lewis Hamilton, il l'a déjà vécu, et même sur la première partie de saison à l'époque avec Sébastien Vettel, il était quand même devant au championnat. Donc moi, il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer, en tout cas pas encore. Et puis après, il y a aussi la question du développement. Effectivement, Mercedes semble... En tout cas, c'est Toto Wolff qui le dit. Est-ce qu'on le croit ou est-ce qu'on ne le croit pas? Je voulais vous lancer là-dessus, ce jeu d'intox qui est un peu entre les deux écuries en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Christian Horner, il n'a pas envie d'y croire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Mercedes, effectivement, a peut-être davantage intérêt à se concentrer sur la suite, parce que dans une situation où ils ont tout gagné. Les hybrides, ils ont tout gagné. Alors, tu laisses passer un titre constructeur, mais derrière, tu réenchaînes sur 3 ou 4 ans en étant performant. Je pense que dans la position de Mercedes, c'est peut-être plus intéressant que de tout miser sur 2021. Par contre, à l'inverse, Red Bull a tout intérêt à mes yeux
à se concentrer, se focaliser sur cette saison 2021, aller chercher les 2 titres, pourquoi pas, parce qu'on a déjà vu en 2008 l'erreur qu'avait fait BMW où ils étaient en position, pourquoi pas, d'aller chercher un titre avec Robert Kubica. Ils ont arrêté le développement, en 2009 ils étaient à la rue, 2010 ils ont disparu. Donc aujourd'hui, en 2009, BMW. Attends, c'est la meilleure voiture avec Toyota, Red Bull et Braun. C'est quand même. avec. Ouais, mais enfin, Bon, Ferrari, 4 voitures. Ferrari, Excuse-moi, Braun était largement Ferrari au-dessus. et Derrière, il y a eu le McLaren développement qui de étaient Red les Bull. rois. Ferrari et McLaren qui étaient les Étaient rois à la rue. sont tombés. Oui. Et BMW est resté en haut. Donc BMW était, si tu veux, on va pas refaire d'histoire, était devant aux charrettes qu'avaient McLaren et Ferrari. Si tu veux. Voilà, je vais te faire plaisir, on va aller dans ton sens. Mais aujourd'hui, Red Bull a tout intérêt, au niveau du palmarès, avoir un titre de champion du monde. C'est quelque chose d'intéressant et Red Bull doit tout faire pour aller chercher, pourquoi pas, se doubler pour le coup d'éclat. constructeur et le côté coup d'éclat et l'image que veut renvoyer Red Bull. Mercedes veut renvoyer une image de constance et qu'on se souvienne d'eux dans 10 ans. Et au final, est-ce qu'on se souviendra du fait qu'ils ont perdu un titre en 2021 si derrière la prochaine ère, ils la dominent? Surtout, il y a un point très intéressant, si aujourd'hui Red Bull arrête 2021, se focalise sur 2022, il n'y a aucune garantie qu'en 2022, 2023, 2024, Red Bull performe et gagne. C'est l'année ou jamais de toute façon pour Red Donc Bull. faut aller tout donner sur 2021. C'est ce qu'a dit Helmut Marko par rapport à ce que vient de dire Hamza. C'est ce qu'a dit le docteur Helmut Marko hier. Ouais, c'est clairement ça. Et il a même pris en exemple d'ailleurs l'aspect BMW en disant on va pas faire comme BMW. Hein. On va miser sur cette saison. Mais il y a aussi cet aspect-là où je rejoins, c'est que c'est clairement cette année ou jamais parce que. On a 7 années que Verstappen est du côté de chez Red Bull. Ça fait 7 années que Red Bull. Du giron Red Bull ou de Red Bull Giron Red Bull. 2015, ouais. Et ça fait depuis tout ce temps qu'on dit que Max Verstappen sera un futur champion du monde. Et peut-être que c'est la meilleure occasion aujourd'hui pour Max Verstappen de le devenir. Parce que comme l'a très bien dit Hamza, 2022, 2023, 2024, on arrive sur une toute nouvelle réglementation. Personne n'a de certitude sur qui peut vraiment garder le lead ou qui peut vraiment aller chercher les courses ou les titres peut-être. Donc effectivement Red Bull là doit absolument tout miser sur 2021 et espérer que ça tienne. Puis ils n'ont pas de moteur en 2022 Red Bull. Faut qu'ils le plus. fassent eux-mêmes. Donc ils ont pris tous les meilleurs ingénieurs du monde, mais là-dessus, j'ai envie de te dire que pour le moment ils ont un package qui fonctionne. À miser tout dessus parce que l'année prochaine c'est poker. Et Helmut Marko il l'a dit. Il a dit on mise tout sur cette année. L'année prochaine il dit si on prend pas de risque on n'a rien. Ouais. Traduction. L'année prochaine, figure cross, parce que... Donc, vous avez beaucoup parlé d'Helmut Marko, les amis. Ouais. Je vais mettre la régie un petit peu en feu. Si vous pouvez vous mettre slide 12 pour les novices de Formule 1 qui nous regarderaient. Juste vous montrer qui est le docteur Helmut Marko. C'est le monsieur qui fait du t-shirt mouillé, vous voyez. Quand on gagne à domicile, on a le droit de faire du t-shirt mouillé. Bravo Helmut Marko, très affûté en tout cas pour cet été. On lui met tout le temps des penalty bouches, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça explique pourquoi on n'est pas invité au Grand Prix de Styrie, ni au Grand Prix d'Autriche, bien sûr. Deuxième enseignement, on a fait un grand enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Mercedes Red Bull. Je voulais absolument qu'on prenne le temps là-dessus. Deuxième enseignement, cette petite raille me plaît parce qu'elle vient de M. Brice Germain. Leclerc obscur. Course à 2 visages pour le pilote monégasque, je vous le disais tout à l'heure. Un premier tour absolument catastrophique. Il est clairement fautif sur l'accrochage avec Pierre Gasly. Je ne trouverai personne sur ce plateau pour contredire cette constatation. La conséquence, c'est une crevaison. Il repart 18e dès le deuxième tour. Obligé de passer aussi à une stratégie à 2 arrêts. Mais il l'a dit lui-même, c'est peut-être l'un des meilleurs grands prix en carrière pour les 70 tours qui ont suivi. Une véritable masterclass. Le deuxième relais qu'il a vu passer de la 18e à la 8e place. Et puis le troisième relais qu'il a vu passer de la 14e à la 7e place. Il échoue juste derrière, bien sûr, Carlos Sainz, Charles Leclerc, qui nous disait ceci à l'arrivée, bien sûr, de cette course. Si on enlève le premier tour, c'est un Grand Prix de fou. Peut-être une de mes meilleures performances en Formule 1. Aujourd'hui, il y avait la possibilité de faire bien mieux que 7e, mais malheureusement, je dois m'en contenter. Notre rythme était une bonne surprise. On a eu une mauvaise surprise le week-end dernier et il faut comprendre pourquoi on a ces surprises-là. Une fois qu'on réussira à être à ce niveau régulièrement, on aura fait un grand pas en avant. Charlie, un demi, moitié lumière et moitié nuit, bien sûr, pour Charles Leclerc. C'est pas votre génération, je sais que ça vous parle absolument pas, les gars. Bien sûr que si, ça me vieillit de ouf. Ouais, d'accord, ok. Je sais que chez vous posez la question, n'hésitez pas à utiliser Google. Les amis, 2 constatations. Charles Leclerc, course à 2 visages, on l'a dit. Ferrari, week-end aussi également, moitié soleil et moitié pluie par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière du côté du Castellet. C'est incroyable quand même. Moi, je comprends pas l'utilisation de leur gomme. Je sais pas comment ils font, je sais pas comment... même eux, je pense qu'ils la comprennent pas. Au début, on pensait que c'était l'augmentation des pressions pneumatiques. J'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai un vrai mystère avec Ferrari et avec Charles Leclerc qui est toujours dans cette phase-là de talent pur, mais par contre avec des erreurs folles en fait. Moi perso, ce qu'il fait sur Gasly,
Je trouve que c'est de la trempe du Russell qui se met dehors en Aïmola. safety car, c'est de la trempe de Bottas qui fait une erreur dans la voie des stands. C'est genre, tu sais où il est ton aileron avant, tu roules depuis que t'es gamin, Charles. Et je comprends pas. Il y a ces deux visages-là de Charles Leclerc. C'est pas la seule, parce qu'il aurait pu perdre son pneu arrière droit, je crois, sur Raikkonen. Non, quand il dépasse Kimi Raikkonen il se rabat plus tard, trop vite. Ouais. il se rabat trop vite, il touche l'aileron avant de Kimi Raikkonen. Là aussi, si t'as une crevaison, tu repars au centre. C'est un peu tout le temps pareil quand Charles Leclerc part derrière. Il a un petit peu cette impatience de vouloir remonter vite. La première fois Comme qu'on à l'a vu, Monaco en 2019. la première fois qu'on l'a vu, c'est là. Et derrière, on l'a revu énormément en Autriche, même dans le même Grand Prix l'année dernière, où il harponne Sébastien Vettel. On l'a revu à Bahreïn où il harponne Max Verstappen. Non, Sergio Pérez, Max Verstappen, je sais plus. Verstappen est victime collatérale. Bref, il y a un peu cette impatience du côté de Leclerc à chaque fois sur les débuts de course, quand il part pas, en tout cas dans les 7-8 premiers, qui contraste avec la maturité de son pilotage ailleurs. Donc, entre ça et une Ferrari qui n'est pas forcément compréhensible, tout ça, machin, c'est pas la meilleure base pour être serein avant un week-end. Je veux dire, il n'a pas les appuis très très solides pour faire le meilleur, et Dieu sait qu'on connaît le talent pour justement qu'il mette le meilleur. Il y a, en plus de sa globalité, c'est qu'effectivement, tu as Leclerc qui est obligé de composer avec une voiture, et je pense d'où peut jouer son impatience de se dire qu'est-ce qu'elle va faire cette voiture durant la course. Et en fait, il y a cet aspect-là où tu es là, où moi, un peu, Ferrari me fait un peu penser à Renault, avec son irrégularité, comme on pouvait la voir l'année dernière ou en 2018. C'est une insulte. Oui, c'est vrai que quand tu t'appelles Ferrari... Enzo comme ça. C'est vrai que dans les faits, c'est un peu ça, c'est qu'on a une voiture qui d'un coup fonctionne, et là on l'attend, effectivement, et là on l'attend pas, elle fonctionne aussi, mais là on doit l'attendre, elle ne fonctionne pas. Et ça peut être un peu énervant pour Charles Leclerc, qui est comme ça en se disant putain, mais la voiture, qu'est-ce qu'elle me fait aujourd'hui? Donc il y a cet aspect-là qui me dérange un petit peu du côté de chez Ferrari. On avait énormément d'espérance après Bakou et aussi Monaco, où bien que ce soit des circuits atypiques, ce ne sont pas des circuits permanents, on aurait pu quand même espérer avoir quand même de certaines bonnes bases pour partir pour la suite de la saison. Le Paul Ricard, ça a été horrible en termes de performance. Pour le coup, là on attendait Ferrari d'une certaine manière au moins marquer des points. Ça s'est terminé derrière des Williams pour Charles Leclerc. Donc, et là, tout d'un coup, ça fonctionne. Donc, il y a un mystère Ferrari qui est assez insolent, affolant même. Et je suis curieux d'avoir les explications plus tard dans la saison pour avoir ces raisons-là. Mais le jour où ils comprendront pourquoi. Ouais, mais s'ils y arrivent, pourquoi, comment. Là, ils auront fait un pas en avant, mais colossal. De mammouth. Colossal. Donc aujourd'hui, je pense que la priorité. Pourquoi? Non, mais oui. Comment? T'as fait mal au cœur de Ferrarista. Non, mais moi aussi j'ai mal. Oui, Non, mais on parle de cette saison 2021. Le jour où ils comprendront pourquoi est-ce qu'ils ont ces difficultés, pourquoi ça a été désastreux en France, pourquoi est-ce que ça a été... pourquoi ça a marché? On va pas aller trop loin. Pourquoi est-ce que ça a marché au Grand Prix de Styrie? Le jour où ils comprendront, là on pourra construire, capitaliser dessus, et comprendre et pourquoi, et faire en sorte que ça se renouvelle, les bonnes prestations se renouvellent. Très rapidement, on peut être inquiet pour le week-end prochain, puisque les gommes seront plus tendres pour le Grand Prix d'Autriche. Est-ce qu'on peut être vraiment inquiet pour le coup pour Ferrari par rapport à d'autant que le relais de Charles Leclerc en dur est excellent. Donc oui, surtout vu la chaleur, en fait, je pense qu'à mon avis, il y a potentiellement... Pareil, il y a de la pluie. Hein? Ce qui paraît, il y a de la pluie. Ouais, ce week-end, il devait quand même y avoir des rigoles d'eau partout. Pour le moment, c'est localisé au Tutanza. Je vous rappelle, le dernier bulletin météo concernant le week-end de Grand Prix. Ah, t'es à Spielberg, toi. Je suis à Paris, t'es à Spielberg. Je suis à Spielberg, mais à 18h, c'est après la course. Putain, qu'est-ce que ça rend fou, ça. Troisième enseignement, les amis, on va parler d'Aston Martin. On les a pas mal déchirés, on peut le dire, depuis le début de la saison. L'année dernière, ça s'appelait Racing Point, on n'avait pas été tendre. Il est temps quand même de remettre un petit peu l'église sur la place du village. Aston Martin qui retrouve ses ailes, en référence forcément au logo si vous ne l'avez pas. Quatrième Grand Prix consécutif dans les points, meilleure dynamique sur les quatre derniers Grands Prix. Je suis enrhumé, j'arrive pas à parler. Depuis en fait sur le poste Monaco, ils ont une meilleure dynamique que Alpine et AlphaTauri. Un week-end quand même très solide de Lance Stroll, il faut le dire, parce que ça n'a pas toujours été le cas, notamment ces dernières courses. Et les pneus, la gestion des pneumatiques qui a fait rechuter en tout cas l'Allemand Sébastien Vettel. Et puis c'est la grande info quand même de cette semaine, cette nouvelle structure pour grandir. Fallait en toucher un mot. Andrew Green qui va être promu directeur de la stratégie technique. Dan Fallow bien sûr de Red Bull qui arrivera après 2021 et devrait retrouver normalement Sébastien Vettel. Officialisation aussi de l'arrivée de Luca Furbato bien sûr qui vient en provenance de Alfa Romeo, ce sera dès 2022.
Et puis cette toute nouvelle usine Aston Martin qu'on attend, le tout nouvel outil bien sûr pour août 2022. Aston Martin retrouve des ailes, on a été très dur avec eux, c'est peut-être le moment d'en dire du bien, quoique je doute que le H se lâche vraiment dans la gentillesse concernant les Verts. Vas-y le H. Non, mais ils font au-delà des résultats, ce qui est intéressant sur ces 4 derniers Grands Prix, notamment, je reviens sur l'Azerbaïdjan, mais c'est cette faculté qu'ils ont à tenter quelque chose de différent. Et forcément, quand tu as un peloton si resserré et que personne n'arrive à se dégager, si tu arrives à trouver ton rythme, bah forcément, tu vas t'en sortir le gagnant. Enfin oui, t'es gagnant de cette situation. Et malheureusement, je reviens dessus, mais l'accident de Stroll en Azerbaïdjan, il me fait mal au cœur parce que j'aurais aimé voir où aurait pu terminer Lance Stroll. Donc oui, on arrive dans une situation où j'ai l'impression qu'ils réussissent à comprendre que quand on est derrière, bah, faut tenter des trucs différents. Grâce à qui Grâce à qui Grâce à qui ils comprennent ça Je t'en prie. Pour moi, il y a un élément qui est vraiment différent entre Racing Point et Aston Martin. Il s'appelle Sébastien Vettel. Mais je sais qu'Hamza n'est pas d'accord avec C'est moi ce que dit là-dessus. Lance Stroll d'ailleurs. Oui, en fait, le retour technique, la différence, c'est que l'année dernière, le Ferrari n'écoutait pas les retours techniques de Sébastien Vettel parce qu'il préparait la voiture pour Charles Leclerc cette année. C'est différent. Là, Aston Martin, le projet pilotage, il est quand même grandement fondé sur Sébastien Vettel. Une synergie quand même avec Lance Stroll, il faut quand même le dire, mais il y a un retour bagage technique qui est constant de Sébastien Vettel. Et aujourd'hui, sincèrement, s'ils sont dans cette stratégie constante de long relais et que ça fonctionne, je pense que le quadruple champion du monde allemand, ne t'en déplaise, n'y est pas innocent. C'est tout. C'est clair que ça n'est pas innocent, mais c'est vrai que au-delà d'Aston Martin, effectivement, c'est Sébastien Vettel qui donne de la crédibilité en ce projet en signant simplement chez Aston Martin en disant je crois en ce projet, je vais venir. T'es déçu à la base. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais il y a cet aspect aussi où tu peux te dire que Vettel peut-être est mieux chez Aston Martin parce qu'il est dans la philosophie dans laquelle il souhaite être enfin. Ou parce qu'il peut la décider. Oui, peut-être. Parce que l'arrivée de Dan Fallow, par exemple, moins... c'est pas anodin. Je pense que c'est un ancien de chez Red Bull qui a fait le succès de Red Bull sous Sébastien Vettel qui viennent. Oui, le visage familier forcément, et on sent qu'il est vraiment écouté parce qu'encore une fois, comparaison avec Ferrari, Vettel, il est germanique, hein, il est allemand, l'esprit italien à latin, ça lui convenait pas trop, et ça s'est vu d'ailleurs. Et là aujourd'hui, dans cet esprit-là un peu anglo-saxon, où c'est plus construit, où c'est plus écouté, où c'est plus constructif au niveau des avis. Et pour justement aller au plus loin avec Aston Martin, il y a la nouvelle usine, il y a un vrai projet qui se construit autour d'Aston Martin. Vettel est écouté dans le sens où il dit on va pas mettre aux oubliettes 2021, on va continuer à construire sur 2021 parce que ça va nous servir pour 2022 et pour 2023. Et c'est en ce sens-là qu'Aston Martin marque des gros points parce que même avec Lance Stroll, encore une fois, Lance Stroll, Sébastien Vettel, c'est 4 partout en qualification et 4 partout aussi en course. Sébastien Vettel, c'est aussi un nouveau pilote, donc je veux bien qu'on prenne le 4 partout, mais un pilote en adaptation. Grand Prix, hein. Voilà, c'est ça. Je pense sur les prochains Grands Prix, on verra vraiment la différence entre Stroll et Vettel. Excusez-moi, Lance Stroll, il s'est fait pulvériser la saison dernière par Sergio Pérez. On peut me dire ce qu'on veut. Donc on verra. Peut-on passer l'extrait C'est le moment où il va relancer un débat dans cette émission. Non, mais je veux bien. Non, mais en plus, je veux dire très honnêtement, le début de saison de Lance Stroll avec le matériel, encore une fois, moi je suis très déçu par Aston Martin parce que je les attendais vraiment à jouer la win au vu de ce qu'on voyait la saison dernière, en tout cas des podiums. Donc forcément, il y a une déception maintenant. Lance Stroll, son début de saison, il est plutôt plus que correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire que 4-4, Sébastien Vettel, Lance Stroll, donc du coup ils sont à égal. Sébastien Vettel, c'est un nouveau pilote. Il apprend aussi la monoplace, l'écurie, la manière de fonctionner. On verra sur la fin de saison, sur la seconde partie de saison, si on est toujours à égalité entre Stroll et Vettel. Et peut-être qu'on sera égal. Le comparatif avec Vettel est un peu fort, mais par contre, il faut dire un truc. Moi, c'est la première saison où j'ai pas envie de critiquer Lance Stroll. Oui, non, on est d'accord. Sur ce point-là, on est d'accord. Depuis qu'il est en Formule 1, est relativement exemplaire depuis le début de cette saison. Il produit ce qu'on demande de lui de produire. Il a été l'homme fort bien sûr en ce début de saison. En attendant que Sébastien Vettel revienne bien sûr, mais de là à dire qu'il s'est fait poutrer par Sergio Pérez l'année dernière, c'est factuel. Si. Non. C'est factuel. En fait, les circonstances atténuantes. Je suis désolé, là il y a quand même le Covid déjà, le manque de confiance après le crash qui s'est pris au Mugello, ça fait 2 facteurs quand même assez importants. Il y a 10 courses avant. Non mais il y a 10 courses avant, sur les 10 courses il a pas été nulle part non plus. À moins que Pérez. Après, il prend la pole, tout ça, machin. Et Lance Stroll. La pole sur la deuxième partie de saison après Covid. Hein, donc, Lance Stroll nous a déjà un peu surpris l'année dernière, mais en même temps, il faut dire ce qui est. Et moi, je vais faire un gros mea culpa.
Lance Stroll, moi je l'avais identifié et casé, et je n'avais pas cherché à essayer de savoir s'il y avait réellement un talent sous ce mec-là, parce que chez la Williams, pour machin, toi, rien d'autre, quoi. bah non mais pas que ça, mais je veux dire, évidemment que tu arrives en F1 avec une super licence quand même, c'est pareil pour Mazepin, il faut arrêter de tailler pour tailler, je veux dire, c'est des mecs qui ont quand même un coup de Bah, si volant à la demain base. Brice Germain il arrive avec une super licence, bah non, Mais là, on il n'y a pas de pourra super tailler, licence. J'aime autant te dire que même dans tes rêves les plus fous, mon gars, à mon avis, tu me verras T'as rouler vu à... qui t'a battu en karting, apparemment? Bah ouais, moi je me dis, si lui il est au F1, alors moi. Ouais, tu te rends compte, il y a un virage qui est pas filmé, c'est celui-là. C'est terrible ça, putain, je te jure. Voilà pour Aston Martin, en tout cas, les amis. 4e enseignement. On en parle généralement, c'est un peu notre marronnier. On le ressort comme ça du tiroir quand on en a envie. C'est Kimi Raikkonen, bien sûr. Kimi Raikkonen. Lui aussi, il a fait un week-end un peu à deux visages. Mauvais, mais indispensable. C'est un peu paradoxal, mais c'est à l'image, bien sûr, de Kimi Raikkonen en ce moment. Des qualifications, il faut le dire, catastrophiques. Il n'a pas réussi à faire un seul bon tour lors de la Q1. Ça n'a pas duré très très longtemps. Il finit 18e, juste devant les deux As. Encore laminé par Antonio Giovinazzi. On rappelle que Giovinazzi mène 6-2 dans le duel de coéquipiers, bien sûr, en qualification. Il a quand même terminé à 4 dixièmes de l'Italien. Et pourtant, ces qualifications ratées laissent d'énormes regrets au niveau du résultat et de la course, parce qu'il a été le seul d'ailleurs à être parti en gomme dure, à avoir opté pour cette stratégie comme Lance Stroll la semaine dernière du côté du Castellet. Il réalise un superbe départ, il avait un gros rythme en course, il fait une belle remontée, mais il échoue à la 11e place, aux portes des points, malgré le fait qu'il termine devant Giovinazzi, lui-même victime d'un tête-à-queue. Kimi Raikkonen, il en est où, Kimi, honnêtement, franchement, quand on voit ce week-end complètement paradoxal. Et j'aime beaucoup ce titre parce qu'on a dit il a été mauvais samedi, mais d'une médiocrité abyssale pour un champion du monde. Et quelque part, il reste indispensable à Alfa Romeo. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les avis sur Raikkonen, c'est la girouette totale. Ouais, c'est la culture de l'instant. T'es obligé avec. Qu'est-ce que Raikkonen fout encore en F1? Et le lendemain, genre, Raikkonen, il n'est pas champion du monde pour rien. De la part des mêmes personnes. C'est-à-dire que. Il faut comprendre un truc. Brice Germain en l'occurrence. Oui, Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Moi, je kiffe sa présence. Pour autant, je t'avoue que je suis là en mode bon. Oui, je comprendrais que quelque part, à un moment donné. Ça s'arrête. Ouais, enfin, tu sais, t'as 102 ans au bout d'un moment. Enfin, allez, ciao mon pote, tu vois. Mais Pardon. en interne, il apporte quelque chose de fondamental à Alfa Romeo, qui est un bagage technique, dans le sens où avoir une voiture de fond de grille nécessite d'avoir un pilote comme tel. Je dis pas qu'il faut que Raikkonen, et on peut avoir n'importe quel pilote d'expérience en soi, un Romain Grosjean par exemple, ça aurait pu faire l'affaire. Mais quand ta voiture, elle a, je sais pas si c'est ta stratégie qui est mauvaise, si ton pilote est mauvais, si le package est mauvais, parce que tu n'as pas de référentiel, tu es en fond de grille en fait, tu sais pas. Mais du fait de ce qui va Giovinazzi pas. aussi, c'est-à-dire que Giovinazzi Oui, n'arrive pas à mettre Kimi à la retraite non plus, quoi. Oui, et qu'au final, les coups d'éclat, c'est le vieux qui arrive encore à les faire. Et pourtant, ça fait 13 ans, depuis 2008, 13 ans qu'il est nul à chier en qualif. Mais vraiment, enfin, et qu'il te prend des départs genre la, c'est comme ça. Ah, grabuge, hop. Hop, ta mère, hop. Non, mais c'est comme Konaï, mais tu vois, à Portimao, il se retrouve quatrième, tu sais pas comment il a fait. Ah là. Premier tour, il a l'étoile. Tu sais, et... On est où? Non, mais Je pensais qu'on était une émission sérieuse. Non, mais je trouve qu'il arrive bien à faire retranscrire le sentiment à la fois. Rappelons qu'on n'a pas d'image dans cette dis-toi émission, qu'il est c'est comme important, ça ce qu'il fait. dans son casque. Vraiment, s'il chante une chanson de hard rock finlandaise, c'est la même chose. Je veux dire, et en course, cette voiture lui correspond, ses pneus lui correspondent, ses longs relais lui correspondent. Et pour le coup, ce qu'il fait hier, enfin moi, aller attaquer Vettel comme il l'a fait, je me suis dit genre, oh Bamonos, je sais pas le dire en Suomi, donc je dis Bamonos. Mais ouais, enfin il avait vraiment du rythme, et dans ces moments-là, je pense que ça booste une équipe, ça booste tout un package de se dire, ok, l'Alpha, elle peut être là sur un circuit comme la Styrie, et ça pousse tout le monde à bien bosser, et Giovinazzi aussi. C'est clair, c'est clair. Vous avez rien d'autre à dire? Alors, Il a quand tout même, dit, hein. Il a tout dit. Tu veux rajouter? Il a tout dit. C'était l'enseignement Brice Germain. Merci beaucoup, les amis. C'était le top flop. C'était le top flop, ouais, c'est ça, exactement. Non, s'il te plaît, relance quelque chose. Je peux pas rester que Non, mais là-dessus. quelque Non, mais part, c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Non, mais est-ce que c'est pas le talon d'Achille un petit peu quand même de Alpha, des week-ends comme ça? Mais de en la même part de temps- Kimi? non, mais- Parce en qu'il même temps- dépend aussi à son écurie. En même Mais temps, il est t'es nul à Alfa chier. Romeo, tu peux pas envisager avoir Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel en même temps. Enfin, Non, bien sûr. t'as une valeur sûre qui déçoit, mais ça reste une valeur sûre, c'est Kimi Raikkonen. Derrière, avec beaucoup de réussite, tu peux avoir un prodige comme Charles Leclerc, mais des Charles Leclerc, t'en auras pas chaque année. Bien sûr.
tu fais avec Giovinazzi. Giovinazzi, mine de rien, Il travaille beaucoup. il est en progression non, mais oui. constante depuis son arrivée en Formule 1 et aujourd'hui, il met parfois à l'amende Kimi Räikkönen. Ça permet aussi à Alfa Romeo de. Mais enfin, tu peux pas prétendre à autre C'est lui chose. qui a le Alors, choix. Hein. c'est-à-dire, Que, en soi, Frédéric Vasseur, s'il avait pu s'en séparer cette Ah oui. année, il l'aurait mais fait. on est d'accord, C'est mais lui qui avait l'option prends après qui 2020. après, tu prends qui? Je veux dire, Bah, tu perds Kimi Räikkönen, tu récupères un autre pilote comme Giovinazzi ou un jeune pilote. Tu fais une Bah, mais race, là, quoi. tu perds. Vasseur, Adler Hülkenberg, par exemple. Oui, mais Tu fais une hasse si tu fais ça. Hein. Mm. Tu prends des risques inconsidérés. Et quand tu sais à quel point Alfa Romeo est ric-rac sur les budgets et que l'année dernière, ils ne savaient même pas s'ils allaient continuer, un mec comme Raikkonen, alors ok, il te prend un blé monstre. Donc, c'est pas autant qu'à l'époque Ferrari. Ah bon, c'est Raikkonen. Hein. Oui. Voilà. C'était le cas du siècle, ça s'appelle. Gérard Lopez, il a proposé le contrat, Kimi, il a fait. You're fucked. Je crois qu'il ne pourra pas payer Costil l'année prochaine. On est tous sur le transfert d'Osimhen encore, Raikkonen. Mais mais là où en fait des pilotes qui répondent à la case ou aux critères Kimi Räikkönen, il y en a très peu sur le marché qui sont aussi capables de se dire ok, je vais piloter pour Alfa Romeo avec tout le respect que j'ai pour La Alfa pub, hein. Romeo. Nico Hülkenberg est un exemple, mais je pense que ces pilotes-là ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc à un moment, il faut aussi faire il y a des sacrifices du côté d'Alfa Romeo. Soit tu sacrifies éventuellement la performance sur plusieurs week-ends en sachant que Kimi Räikkönen peut passer complètement à côté, mais tu auras quand même des certitudes sur le bagage et sur le retour. Soit tu te dis, on va faire un pari, on va prendre un pilote qui potentiellement va pouvoir, sur un coup d'éclair, amener des points. Mais là, en l'occurrence, le jour où la voiture ne va pas fonctionner, tu ne sais pas ce que ça va donner et tu ne sais pas pourquoi. Il y a aussi un truc qui est très bien, c'est que la situation d'Alfa Romeo va être très intéressante à suivre sur les prochaines semaines, parce qu'Alfa Romeo, pour l'instant, c'est pas re-signé. Comme la Brice l'a très bien dit, les budgets sont très ric-rac chez Alfa Romeo, ils comptent vraiment les sous. Et du coup, sur le line-up, l'année prochaine, on va bien rigoler aussi, parce que Kimi Räikkönen, on ne sait pas s'il va rester. Si effectivement Alfa Romeo reste, Alfa Romeo veut un pilote italien, veut de la nationalité italienne. Donc il y a beaucoup de choses à voir, et en espérant peut-être voir de nouveaux visages du côté de chez Alfa Romeo. Il a 42 ans au bout d'un Oui, moment. aussi. Oui, il va falloir commencer à réfléchir à la Va suite. cueillir des champis. Enfin, voilà. Je t'adore, Kimi, mais tu m'as fait rire il y a 14 ans quand même. Au-delà de l'âge, c'est vraiment les performances moi qui m'inquiètent. Voilà les amis, il y avait quand même des choses à dire sur Alfa Romeo. Ils m'ont fait très très peur à un moment donné, mais bref, on a réussi à relancer tout ça. Avant de refermer le débrief de ce Grand Prix, petite image, on n'en parle jamais, c'est l'écurie As. Ah. On en parle peut-être trop peu, c'est Nikita Mazepin. Et il fallait absolument qu'on parle du fameux cadeau de Günther Steiner pour le pilote russe. Franchement, il commence à avoir de l'humour. Soit c'est de la com, soit il a de l'humour. En tout cas, c'est un coup réussi, regardez. There is a little present for you, so you can keep on Mazda spinning. What is this? It's the Mazda spin. It's here. Yeah, it's two of them now. It's the Mazda spin. Right, what's in this game. little thing? Well, a spinning top. Yeah. So now you can spin. You spin this one instead of spinning the car. I can't even spin this. Merde. Ah, j'ai pas vu. Spin it to win it, bien sûr. Spin, c'est la toupie, bien sûr, en France. Spin, c'est aussi le tête à queue. Vraisemblablement plus à l'aise en piste qu'avec la toupie. Pour tourner, tu veux dire Ouais, la Mazepin. Il a peut-être plus d'appui que la Haas, la toupie en même temps. Peut-être que la toupie, oui, c'est vrai, il a plus d'appui que la Haas. On regarde tout de suite la situation au classement, bien sûr, les championnats du monde, aussi bien chez les pilotes que chez les constructeurs. Max Verstappen, solide leader, 18 points d'avance sur Lewis Hamilton. Sergio Perez, lui, compte 10 points d'avance sur Norris. Norris, toujours devant Valtteri Bottas. Attention, ça commence à être un petit peu gênant. Et on va en parler dans le débat. Ça va venir très, très vite. Regardez cet écart aussi resserré entre Leclerc et Sainz. 8 points seulement entre les deux pilotes Ferrari. Ce qui prouve bien que ce line-up est plutôt très bien équilibré. Puis du côté des constructeurs, ça creuse aussi entre Red Bull et Mercedes. Désormais, 40 points d'écart. Rien de définitif et de rédhibitoire, bien évidemment. Et puis également, dans la lutte qui nous intéresse entre McLaren et Ferrari, 12 petits points qui séparent ces deux écuries mythiques. La lutte va être acharnée jusqu'au bout. Voilà pour le débrief de ce Grand Prix de Styrie. Les F2 n'ont pas couru du côté de la Styrie. Et une énorme question se pose à nous. Est-ce que Théo Pourchaire, quand Théo Pourchaire va revenir justement dans cette F2 après sa blessure du côté de Bakou? On en parle tout de suite dans le décryptage, dans l'entretien d'Alex Caldi.
Oui, les Pistonnés, c'est aussi une émission de magiciens. On va tout de suite recevoir Théo Pourchère. On va laisser le soin à Alex Caldi de recevoir Théo Pourchère. Alex Caldi, il est ici, mais Alex Caldi, il est aussi ici. Hey Manu, le nouvel invité dans les Pistonnés, cette fois-ci on le connaît, il est déjà venu en plateau, bien sûr, c'est Théo Pourchère qui est avec nous. Comment ça va Théo? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Très heureux de te voir et de te revoir, bien sûr. Après, on va pas se le cacher, on a eu un petit peu peur, notamment du côté de Bakou. Un petit incident, on va dire ça, avec Dan Tiktoum. Comment il va, le bras? Ça va, honnêtement, c'est pas grand-chose, c'est plutôt une petite blessure. Après, malheureusement, pour rouler, c'est compliqué. Actuellement, bon, j'ai une attelle sur mesure. Pour faire les soins, c'est mieux. J'ai enlevé le plâtre, voilà, comme ça, je peux enlever l'attelle, commencer à bouger un peu le poignet. Je me force un peu, même si ça fait mal. Moi, je veux revenir à Silverstone, hein, je veux pas rater la course, donc je donne tout. Ça fait un peu mal, c'est radius fracturé, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je donne tout pour revenir à Silverstone. La dernière fois que t'es venu parler, en tout cas au micro des Pistonnés, c'était après ta victoire et ta pole position et ta victoire à Monaco en Formule 2. Sentiment incroyable, j'imagine, surtout après en tant que rookie et surtout en tant que gars du coin. Forcément, tu habites à quelques minutes de Monaco, du côté de Cannes. Le sentiment quand tu t'es imposé à Monaco et que tu as sorti cette performance. C'était incroyable. Franchement, c'était un truc de fou. Déjà, la pole position, c'était un truc de fou. Franchement, je m'attendais pas à faire la pole position. Mais j'ai tout donné. J'ai pris énormément de plaisir. Rouler à Monaco, prendre des risques. Voilà, ça touchait un peu les rails parfois. J'ai pris des risques. Mais bon, honnêtement, c'était la sensation était incroyable. Et de gagner et d'être le plus jeune poleman, le plus jeune vainqueur à Monaco, je suis pas très loin de chez moi. Donc, franchement, c'était un truc de fou. C'est vrai que tu l'as dit, c'était la première fois que tu roulais dans les rues de Monaco. On parlait du sentiment de la victoire, mais les premiers tours en F2 dans les rues de Monaco, si proches des murs, si mythiques, l'émotion a dû être vraiment au rendez-vous. Bah, c'était un truc de malade parce que le premier tour que j'ai fait, c'était le tour de sortie des stands en pneu neuf au free practice et j'étais vraiment très très lent, mais pour moi je me disais mais comment je vais pouvoir aller plus vite sur ce circuit, je vais pouvoir aller plus vite, c'est hyper compliqué, ça bouge de partout, il y a des bosses, la voiture elle va à droite, elle va à gauche, c'est hyper serré, je me suis dit mais c'est vraiment un truc de malade. Et ouais, après on s'habitue, voilà. Il faut se forcer, il faut attendre, voilà, comme sur un circuit classique, que la voiture elle bouge, que ça vienne, on prend confiance, et puis après à la qualif, débranche le cerveau, fais la pole, et ça se passe bien. Tu as eu des félicitations ne serait-ce que déjà à la sortie de la pole, ou même bien sûr après ta victoire, le samedi après-midi, des félicitations du paddock Sport Auto et principalement du paddock Formule 1. Oui, bah, quand j'ai fait la pole direct en sortant de la voiture, j'ai vu que j'étais le groupe 1, je suis allé voir la qualif sur un petit écran et j'ai eu Fred Vasseur qui est venu me voir pour me féliciter. Et après, sinon, après la course, j'ai eu pas mal de félicitations. Fabio, notamment, Quartararo, Teddy Riner, pas forcément des pilotes de F1 ou des pilotes de monoplace, mais beaucoup de personnalités qui étaient là et ça fait plaisir. Tu sens le monde autour de toi un petit pas bouger, mais évoluer d'une certaine manière. Tu sortais des noms là à l'instant. Teddy Riner, Fabio Quartararo qui serait peut-être prochainement futur champion du monde MotoGP. Le monde qui bouge autour de toi n'a pas l'air de te perturber non plus, mais au contraire de te donner de la force pour justement avancer dans le bon sens. Exactement. Pour moi, c'est que du plus, hein, honnêtement. Je suis toujours la même personne. Et de faire des bons résultats, c'est normal. C'est mon travail. Pour moi, je veux toujours faire des bons résultats. Pour moi, c'est des énormes personnes, hein. Teddy Riner, c'est un énorme champion. Fabio, c'est une personne très très simple, mais voilà, il est en tête du championnat du monde moto GP. C'est un truc de malade. C'est top, mais ça fait extrêmement plaisir. Dans sa globalité, le début de saison, nous personnellement on le juge comme très très bon pour un rookie. Tu es pour l'instant 6ème au classement pilote avec 55 points. Comment toi tu juges ton début de saison et comment tu vois la suite forcément? Moi le début de saison je le trouve plutôt pas mal. Bahreïn c'était ok. J'ai fait quelques erreurs. C'était la première course de l'année, donc pour moi ça allait. J'ai marqué 8 points. Bon,
c'était pas trop mal. Ensuite, Monaco, ça s'est super bien passé. La victoire en course longue, la pole, c'était l'idéal. Et Bakou, malheureusement, pouvait faire vraiment de très bons résultats. J'étais en confiance, ça allait très bien. On pouvait doubler sur ce circuit. Je fais P5 à la première course et ensuite 2 fois les accrochages. Surtout, voilà, course 2, course 3, je pouvais potentiellement jouer un podium. Donc, c'est des gros points. C'est peut-être un top 3, même top 2, je pense, au championnat. Je pouvais être 2e au championnat, mais bon, c'est comme ça. Pour moi, la suite, je pense que ça va plutôt bien se passer. En tout cas, j'espère. Je me sens en confiance dans la voiture. J'espère revenir à Silverstone. Manquer un week-end de course, ce serait quand même très compliqué ensuite pour le reste du championnat. Il n'y a que 8 meetings, donc manquer un meeting de 3 courses, c'est pas bon. C'est pas bon, donc je vais tout donner pour revenir. Et si je reviens à Silverstone, je donnerai tout. Je donnerai tout, ça c'est sûr. Tu penses bien sûr à ta saison F2 actuellement, mais est-ce que tu commences déjà à penser un petit peu au-delà, à penser à ton avenir et peut-être penser d'ores et déjà à la Formule 1? On peut y penser. Moi, j'y pense pas en tout cas. Enfin, j'essaie de pas y penser. Pour moi, mon rêve, mon objectif principal, c'est de faire le meilleur résultat possible en F2, d'être champion, pourquoi pas. Après, la F1, on peut y penser. En tout cas, moi, quoi qu'il arrive, c'est dans mes plans. C'est mon rêve. C'est la F1, être champion du monde de F1. Après, faut pas se mettre ça dans la tête. Moi, personnellement, en tout cas, je ne mets pas du tout ça dans la tête. J'ai vraiment qu'un seul truc qui est dans ma tête, c'est d'être bon en F2 et de continuer à gagner des courses, de me faire plaisir en F2. Et je sais que ça viendra avec les bons résultats. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tiens. Pour cette suite de saison de F2 et pour la suite de cette année en particulier? Bon, moi déjà, là, le futur proche, c'est de revenir à Silverstone. Si je reviens à Silverstone sans ça, je vais tout donner. Tout donner. Voilà, je suis vraiment déterminé. Je me sens prêt à apprendre, même avoir encore des moments compliqués dans le championnat. Je me sens prêt à les surmonter et voilà. Pourquoi pas faire un très bon résultat dans ce championnat. Je sens que c'est possible. Et je peux le faire avec pas mal de travail, tout donner. Et ensuite, bien sûr, c'est mon rêve. Ce serait voilà, la F1. La F1 dans peu de temps, j'espère, mais bon, on verra. On l'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Théo d'être passé dans les Pistons. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Merci Théo, merci Alex bien sûr pour cet entretien fluff. Théo Pourchère qui viendra sur ce plateau dans cette saison 2021. Ça sera l'occasion d'aborder encore plein d'autres sujets. Merci pour ces nouvelles. Il signera son contrat chez Alfa Romeo sur cette table. Normalement, c'est ça avec ce stylo. Voilà, avec ce stylo. Et Kimi Raikkonen présent. Voilà, exactement. Une émission exceptionnelle qui sera bientôt à retrouver bien sûr sur les antennes d'Auto Plus et de First Team Sport bien évidemment. Allez, on attaque tout de suite le débat. Il est temps de parler d'un Anglais maudit. George Russell, notre ami qui n'a toujours pas marqué de points pour Williams, en tout cas en carrière. Il l'avait fait l'année dernière avec Mercedes. Mais surtout notre ami qui nous a encore montré, ça aurait pu être le 5e enseignement de ce Grand Prix de Styrie, qu'il est peut-être l'un des plus guignaards sur ce plateau, en tout cas 2021. Regardez un petit peu le débat qu'on a décidé de vous proposer aujourd'hui. On va clairement l'angler sur est-ce que Mercedes nuit à la carrière de George Russell? L'aspect malédiction, ce sera le premier point. Le deuxième point, est-ce que George Russell est le champion de demain ou un pilote surcoté? Et puis on se posera aussi la question de l'avenir de George Russell en Formule 1 dès 2022. Partons tout de suite, sur la malédiction George Russell, parce qu'on peut le dire, il les accumule. George Russell, encore un rendez-vous manqué, en tout cas dans les points. Lui qui pouvait espérer une arrivée à la 8e place, un arrêt catastrophique qui a ruiné tous ses espoirs, et puis un problème moteur qui l'a contraint à abandonner. Que d'occasions manquées pour George Russell, c'était pas la première fois que ça lui arrive. Il y avait eu son erreur sous la pluie au Grand Prix d'Allemagne 2019 qui avait vu Robert Kubica lui prendre le point qui lui était destiné. Le restart dramatique du côté de la Toscane l'année dernière, son crash sous safety car en Émilie-Romagne qui aurait pu, qui l'a empêché tout simplement de marquer des points, et puis l'erreur de Mercedes à Sakir l'année dernière qui l'a carrément privé d'une victoire, oui clairement, on peut le dire. George Russell, le maudit. Comment vous l'expliquez, ça, cet aspect-là, quand même? C'est incroyable. Est-ce que c'est simplement de la malédiction, de la shkoumoun, ou quelque part, il n'y est pas pour quelque chose? Il y a une histoire d'image aussi. Ouais. On le voit, ça. Et il y en a d'autres, des pilotes qui ont des problèmes comme ça. Mais lui, on le voit. Parce que
On a Bottas un côté, dont 90% des fans attendent de voir Russell prendre le siège. Et de l'autre côté, on a Russell qui patiente dans cette Williams de merde, hein, il faut le dire. Et à un moment donné, quand il y a l'occasion, quand il y a Bahreïn 2020, quand il y a ça, on se dit « Allez Russell, va le faire, va montrer que, va essayer de... » Et en fait, il y a une attente énorme à côté de George Russell, sauf que quand tu as une Williams ou quand tu es en fond de grille, c'est logique que parfois, en fait, tout n'aille pas bien, parce que de base, tu as un package qui est pas fou, tu te retrouves dans la bagarre, dans machin, et que George Russell, lui, il mange son pain noir, et que ça fait 45 courses que, vas-y, je roule, et que dès qu'il y a une opportunité, peut-être aussi qu'il y a un petit craquage, un petit stress, un petit machin, tout le monde l'attend. Ouais, mais le manque de réussite, c'est dingue. Ça arrive là, quand il est dans les points. Son crash à Imola, je dis pas qu'il n'y a aucune responsabilité pour Russell, hein. Son crash à Imola, il est pour lui sous safety car. Oui, à ce moment-là, il est dans les points. Mercedes, à ce moment-là, il joue peut-être la victoire. Ah oui, je sais pas, je sais vraiment pas situer où est le manque de chance de réussite. Et mine de rien, ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, ça arrive 3 fois, ça arrive 5 fois. Où est la responsabilité de Russell et de Williams? J'ai encore du mal à situer le curseur. Donc, je suis pas très d'accord avec vous sur cet aspect. Encore une fois, le manque de réussite, ça se crée. Malheureusement, il y a des erreurs qu'il fait et encore une fois, elles sont quand même assez lourdes à son compte. L'année dernière, Imola, bien sûr, avec son crash au safety car. Mais c'est pas là où il avait le plus de possibilités d'être devant. Si tu veux. Non, mais si, d'être possibilité d'être devant, elle était quand même devant. Cette erreur, s'il la fait pas, il me termine dans les points. C'est quasi assuré pour les points en tout cas. Et de l'autre côté, il y a aussi cette année, quand il fait son crash avec Valtteri Bottas, où c'est de sa faute, 80% de sa faute quand même, le crash avec Valtteri Bottas, où il y a cet aspect où George Russell, vraiment, il y a ce manque de réussite qui se crée. Et en fait, ça converge forcément dans la tête. Pour un sportif de haut niveau, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc à chaque fois se dire « Oh putain, j'ai cette occasion », il va forcément arriver un truc. Mais est-ce que tu dis pas ça parce que justement, comme le disait Brice, il a que très peu d'occasions. On en attend, on en attend énormément de George Russell parce qu'il est présenté comme le pilote de demain. Mais en même temps, entre guillemets, les occasions de George Russell de rentrer dans les points, tu les vois beaucoup plus que les occasions de Fernando Alonso, d'Esteban Ocon, des Aston Martin, etc., etc. Et donc quelque part, est-ce que t'as pas un effet loop aussi? Il y a un effet loop et je pense très sincèrement que la F1 est gérée en tout cas dans la diffusion par Sky Sports. Sky Sports qui est média anglais. Par exemple, il y a eu certains moments, notamment en Toscane l'an dernier, où George Russell avait créé un peu le carambolage qui avait eu lieu notamment au niveau du restart. Sky Sports n'avait pas tellement montré ça. Par contre, mais la Real, elle change dans chaque pays. Non, en France, c'était la Real. À Monaco, c'était Jean-Jacques Amsalem, non? Non, pour la F1, normalement, pour Monaco, c'est l'ACM qui gère. Pour les autres Grands Prix, c'est la F1 TV qui gère avec Sky Sports. Donc, il y a cet aspect-là où en fait, il y a certains toujours montrer George Russell et montrer les bons côtés de George Russell. Et malheureusement, il y a ces petits côtés où tu es là en mode. C'est dur, hein? Je suis très dur. Moi, j'avoue que je suis pas du même avis que 90% des fans peuvent avoir. Alors attends, partons tout de suite sur la deuxième question parce que l'aspect malédiction, je pense qu'on l'a bien évoqué. Partons tout de suite. Pilote surcoté ou champion de demain? Allez, tout l'un ou tout l'autre. On a bien compris ton avis, Alex. J'ai envie de vous entendre un petit peu vous écharper un peu sur cette question. Mais en fait, c'est pas qu'il est surcoté. C'est qu'il passe par cette phase où tous les jeunes pilotes passent. Souvent, c'est ce côté brillant, mais craquage mental à des moments. Ouais. Et Imola, c'est ça. Imola, le crash avec Bottas. En gros, moi sincèrement, je le vois tel un lion sur un steak quand il est derrière Bottas. Vraiment, il voit le Ineos, je vais aller le chercher, tu vois. Ouais. Et il voit le contrat, il voit le stylo, il voit tout. Donc évidemment, tu vois, il y a un petit craquage, il y a quelque chose qui est encore pas mature chez George Russell. Parce que quand tu regardes, encore une fois, c'est un peu l'émission des paradoxes aujourd'hui. La promesse de ce futur radieux, attends, c'est quand même 45-0 en qualification. Tout à l'heure, j'employais le terme pulvérisé. Là, faut inventer un nouveau terme. Après, j'ai un cardio pété, mais je suis meilleur qu'un ujambiste à la course. Hein. Non, mais d'accord. Non, mais attends. Non, mais je veux dire, il est là le paradoxe. Attends. Il est là le paradoxe. C'est ça. Hein. Non, mais attends, justement, il est là le paradoxe. C'est qu'il y a ce 45-0, mais quand tu regardes, en 2019, c'est Kubica qui met le seul point de la saison en l'inscrivant à Hockenheim. En 2020, Latifi, plusieurs si tu prends juste le parcours chez Williams, doit finir devant Russell parce qu'il a fait 2 P11 alors que Russell en a fait qu'une seule. 3 même.
Il en a fait 3 3, d'accord, ok. 3. On se rappelle quand même ce garçon-là, on dit beaucoup de bien sur Norris, on a dit dans cette émission énormément de bien aussi sur Alex Albon. Il se trouve qu'il était champion de F2 devant ces deux garçons. On se rappelle que lorsqu'il a eu la chance de monter dans cette Mercedes, il a quand même giflé Valtteri Bottas en tout cas, dans l'impression. Mais à côté de ça, il y a quand même quelques doutes. Toujours pas de points inscrits pour Williams, des erreurs qui ont coûté cher, cet accrochage dont vous parliez bien sûr avec Bottas à Imola, et cette mansuétude aussi de la part des observateurs britanniques. Regardez ce que dit celui que beaucoup de présentateurs de F1 présentent comme le GOAT, en tout cas ceux qui ont bon goût, Damon Hill. Après le Grand Prix de Sakir 2020, Ross Brown a écrit dans sa chronique d'après-course qu'avec la performance de George, on a assisté à la naissance d'une nouvelle star, d'une nouvelle étoile en F1. J'en suis aussi intimement persuadé. Il a montré ce qu'il pouvait faire avec une voiture capable de gagner. Mais si Toto Wolff l'a mis dedans, c'est parce qu'il avait déjà montré toute l'étendue de son talent chez Williams. Mais ça, le grand public a plus de mal à le voir. Nous, on est français, on n'est pas britannique. Est-ce que on est de l'avis de Damon Hill ou est-ce que on peut avoir l'ombre d'un doute sur George Russell? Je vais baser mon propos sur des facts. Sur du factuel, de pardon. manière factuelle. Première saison de GP3, champion. Ouais. Première saison de Formule 2, champion. En F1, on l'a vu sur le tableau, 45-0 sur l'ensemble de ses coéquipiers. On va me dire c'est Latifi, on va me dire c'est Kubica. 45-0, une bulle. Il n'y a pas eu une Il erreur. n'y a pas eu un 45-1, un 44-1 parce qu'il y a eu une erreur, il y a un crash, ceci, cela. Williams. Que Bottas l'a battu en qualif. Oui, non, je parle de Williams. Pour quelques centièmes. Hein. Et il vient d'arriver. Et il avait la tête qui était comme ça, plus au-dessus du halo, quoi. Avec tout le respect, à ce moment-là, moi je considère aussi limite, j'ai envie de considérer ça comme un 46-0 parce que, excuse-moi, Russell c'est son premier week-end, c'est son premier. Et Bottas, il n'est pas de ta famille. Non, pourtant non, c'est fou. C'est son premier week-end chez Mercedes, il arrive, adaptation, le baquet qui n'est pas le sien. Enfin, on peut pas dire. En tout cas, je vais pas considérer ça comme une défaite par rapport à son coéquipier à ce moment-là. Je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut, mais moi, factuellement, Russell, il est en train de prouver que c'est un pilote de très très grand talent. Il est régulier au volant d'une caravane, au volant d'une charrette, appelée la Williams, comme vous voulez. Alors certes, il y a une progression, on le redit depuis la première saison, il y a une progression linéaire et constante chez Williams qui aujourd'hui lui permet de se battre à la régulière, mais grâce à son talent, parce que Latifi ne se bat pas pour les points. Il rentre dans les points, il se bat pour les points. Mais aujourd'hui, on va pas reprocher à Russell de ne pas signer les top 5. C'est absurde parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le matériel. Et puis, il n'y a pas de retour technique chez Williams. C'est-à-dire que concrètement, c'est une écurie qui était en perdition financière. Ils ont Latifi pour l'argent et Russell parce que placé par Mercedes. Mais ils n'ont pas un Raikkonen qui fait le retour technique pour faire progresser l'écurie en soi. Il n'y a que le talent de Russell. Et Russell, depuis 3 ans, là aujourd'hui, il fait des Q2 régulières. Qui chez Williams fait ça depuis 3 ans? C'est George Russell. Enfin, au bout d'un moment, c'est facile d'encenser Lando Norris. C'est facile d'encenser tous ces mecs qui ont une voiture à la base qui peut les amener à se battre, où on peut voir quelque chose. Lui, on peut rien voir, si ce n'est les douilles monstrueuses qu'il met à ses coéquipiers, et pas que Kubica, qui roule à une main, pas que Latifi, qui roule pas, tout court, mais aussi à Valtteri Bottas. Il va quand même cogner Valtteri Bottas. En fait, c'est ça, c'est que on peut me dire... Bonjour, cognage, au revoir. On peut me dire, oui, 45-0, ce n'est que Williams. Le seul jour où on l'a vu au volant d'une top équipe, ou en tout cas au volant d'une voiture qui était capable de lui permettre de performer, mais on a vu ce que ça a donné. Et sans ces erreurs, peut-être qu'il va même la gagner cette course. Et c'est pas du Bottas trashing, hein, parce qu'à chaque fois on nous parle Bottas trashing, machin. Non, personne, zéro. Mais Russell, c'est un fait. Il a marché sur Valtteri Bottas sur le seul week-end où il était dans la Mercedes, au point que, et là je sais que vous me dites oui mais on n'est pas sûr ou quoi machin, moi personnellement si je trouve qu'il y a une personne qui a des infos chez Mercedes, c'est Julien Febvreau, c'est Canal+. On va en parler mais oui, d'ailleurs. Si Lewis Hamilton il dit non, c'est que Hamilton lui-même dit non à George Russell. Non mais ça veut juste dire une chose, il le craint. L'avocat, enfin, parole à Maître Caldos. Maître Caldos, qui Sépare, non. Qui défend C'est la pas veuve du- et l'orphelin. Ce n'est pas pourtant du- on en fait trop. Moi, en fait, c'est ça. C'est pas du surcotage. C'est que prenons juste le temps avec George Russell. Il y en a tellement, il y a tellement eu de pilotes en Formule 1. On a dit, lui, il faut le mettre tout de suite dans une Ferrari, lui, il faut le mettre tout de suite dans une Mercedes ou tout de suite dans une Red Bull. Mick Schumacher. Mick Schumacher, par exemple. mais Mick Schumacher, excusez-moi, Non, Mick Schumacher, il n'a pas je le te parle. background de George Russell. Background, Non, bien mais- sûr. Je te parle bien sûr, mais à l'instant. Mais il y en a eu d'autres, même dans le sport en général, dans le foot aussi, par exemple. Mais c'est juste ça. C'est que le problème que j'ai aujourd'hui avec George Russell, enfin pas un problème personnel, bien sûr, mais le problème juste Ah, que il s'est passé quelque chose. Histoire de Lui a meuf. piqué sa meuf. Quoique pas sûr, hein. Désolé, mais c'est que il y a juste cet aspect où
Est-ce qu'il a la maturité pour être en tout cas dans un top team dès l'année prochaine? Mais si tu le mets pas, tu Non, mais- le sauras. Quand Ça Non, fait si, 3 ans, non, tant mais qu'il est là. 3 ans, bien sûr qu'il est là. Mais là, il a même pas eu moi, il y a un truc- l'opportunité d'une écurie intermédiaire type Force Et Ninja. là, On ne l'a là, pas vu. c'est peut-être là justement son point, là où ce qu'il doit faire peut-être plus tard, justement aller dans une écurie intermédiaire. Mais là aujourd'hui peut-être qu'il est tout à fait bloqué par cet aspect-là. Mercedes peut pas dès l'année prochaine. Tu te rends compte, tu mets George Russell dès l'année prochaine dans la Mercedes. Nouvelle réglementation avec une pression qui est énorme et il faut être justement implacable. Il faut pas faire absolument aucune erreur quand tu dois être chez Mercedes. Quand tu regardes Pardon toutes les erreurs. Ah, mais c'est une blague. Tu vois ce qui est pardonné chez Mercedes? Tu vois les erreurs qui sont faites chez Mercedes, notamment par le deuxième pilote? Cette année Mais justement. arrête-toi, Valtteri Bottas, il a fait un nombre d'erreurs pas Mais possible. dans ces cas-là, si tu dois pas mettre de jeunes pilotes au volant d'une écurie, bah allons appeler Damon Hill, allons appeler Jacques Villeneuve, mettons-les en Ça, c'est une F1 bonne idée, et ça. virons Gasly, virons tous les jeunes pilotes. Enfin, Ça, c'est c'est son pas mal, sort, ça ça rend rime à les rien. Salé. Je ne connaissais pas ce garçon, mais ça me plaît ce qu'il vient de dire. Damon Hill, Villeneuve au volant de la Mercedes. Ça me régale. Non, mais soyons sérieux. Non mais soyons À sérieux. un moment, tu le mets quand dans ces cas-là? Ça fait 3 ans qu'il est au fond d'une grille où il doit être devant. Il doit être devant, il l'a prouvé. Il a eu sa chance. Un week-end chez Mercedes, Regarde- on a vu le carnage regarde que ça aurait pu. On a vu le carnage que ça a été. Charles Leclerc, après 1 an, on lui a donné la Ferrari et regarde où il en est aujourd'hui. Et c'est On peut pas- lui qui base la restructuration de Ferrari. Si C'est du Mercedes gâchis. se- Aujourd'hui, se c'est du plante- gâchis. Si Mercedes te plante, c'est parce qu'ils n'auront pas eu ce coup d'avance là sur le renouvellement du Je le dis line-up. depuis le début de saison, je le dis que Toto Wolff aujourd'hui sera responsable de la perte du titre chez Mercedes parce qu'il a choisi la sécurité en prolongeant Valtteri Bottas et en ne mettant pas George Non, Russell. mais là, je te parle Mais de- rien ne dit que Non, le mais contraire. je te parle pour Interne n'aurait pas Mercedes. coûté le titre aussi. à- Non, Mais rien non, ne non, dit que l'inverse n'aurait pas offert le titre à Mercedes. Je te parle pour Mercedes justement. Mercedes c'est peut-être l'une des écuries qui est la plus team player en Formule 1 aujourd'hui, surtout dans les top teams. Quand Dans tu la vas com, entre Ferrari et quand tu vas aussi aujourd'hui, maintenant c'est un peu différent avec Red Bull qui est un peu plus team player, mais par rapport à auparavant. Mercedes aujourd'hui en team player, on a besoin d'un esprit d'équipe. Ce que fait George Russell à Valtteri Bottas en tentant le dépassement à ce moment-là. Ah bah dans ces cas-là, il faut juste lui interdire de dépasser un pilote Mais Mercedes. est-ce que tu Il y a un tu pilote sais pas- Mercedes qui tu arrive, sais on pas sort de qu'à- la piste. Qu'à ce mais moment-là, vous êtes fous, non, mais- il fait pas une erreur en tentant Mais d'attaquer c'est de la Valtteri F1, Bottas. c'est du sport automobile. Bah oui, un pilote, non, il est là mais pour qui se foire. dépasser. Qui se foire, Il est à la d'accord, mais- régulière. Bottas, il est pas en train de lui prendre un tour. Ce que je veux te Il est dire- à la régulière, il se bat face à Valtteri Bottas, il s'estime Je plus te dis pas rapide, que c'est un il problème. tente le dépassement. Je te dis pas que c'est pas un problème justement que Valtteri Bottas se fasse attaquer par George Russell, c'est de la manière dont attaque George Russell. De la manière d'attaquer une Mercedes qui doit aller chercher des points et qui doit justement aller chercher des gros points au championnat du Bah, monde tu veux face à qu'il Red Bull. attaque À ce moment-là, Bottas, il se battait pour les points. Ouais, Donc bien les sûr. gros points Mais pour je le t'ai pas dit- championnat. moi, je te parle pas du problème Bottas-Russell. Je te parle du problème de Russell qui attaque, qui n'a peut-être pas assez de maturité pour comprendre. Je vais peut-être pas aller attaquer là, peut-être pas aller faire ce genre de Bah, choses. c'est le seul endroit à Imola. Hein. C'est au. Et c'est aux deux, accessoirement- Ce que veut dire Alex, c'est la gestion mentale, c'est la y a un gestion problème mental à émotionnelle. faire Est-ce ça, qu'il tu est vois. prêt à aller dans un top team par rapport aux petites erreurs Mais le qu'il a jour- pu faire le jour dans un où- safety car le avec- jour où avec George Bottas. Russell- Si demain une AlphaTauri sort par exemple Pérez, Le est-ce jour que tu pourras pas te dire mince là ça Le fait tâche. jour où George Russell sera chez un top team, il aura tellement d'opportunités de scorer des gros points que On peut-être dira cette tout ça. attaque il va pas la faire. Là aujourd'hui, il est chez Williams, il en a quasiment aucune des opportunités de marquer des points. D'accord, c'est historique marquer des points pour Williams. Si jamais Jusqu'à le dire. il a l'opportunité de marquer des points, moi je peux comprendre que le pilote, il ait envie d'aller chercher de plus gros points. Entre Moi, en 0 tout cas, points et 0 moi points, il je n'y a pas comprends. de différence. Moi, je comprends le pilote qui est au volant d'une Williams. Excusez-moi, parce qu'on parle beaucoup de George Russell, de Valtteri Bottas. Moi, le procès Mercedes, on a déjà vu aujourd'hui, Esteban Ocon, il a une chance énorme à mes yeux d'être en F1. Parce que quand on quitte le circuit, on voit pour Nico Hülkenberg, quand on quitte le circuit F1, c'est compliqué de revenir. Et parce que Mercedes n'avait pas la possibilité de donner Ah, le... voilà. Pas que de la pluie. Ouais, c'est en train de s'effondrer. Et parce que Mercedes n'avait pas de possibilité de donner un baquet à Esteban Ocon, on l'a trouvé hors circuit en 2019. Alors lui, il était suffisamment intelligent pour rester dans le monde F1 tous les week-ends à être sur les circuits. Et qui a marqué des très gros points chez Mercedes Il aussi. y a eu l'aide aussi de Mercedes et Toto Wolff, on va pas se mentir, pour le Oui, recaser oui. derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes pilotes, Pascal Verlaine, moi personnellement, Pascal Verlaine, ouais, je ouais, considère, ouais. Oui, non, mais oui, je oui. considère Pascal Verlaine comme étant un talent gâché. Il a piloté chez Manor, il a ramené 100% des points de Manor. Il a piloté chez Sauber, il a amené 100% des points de Sauber. Aujourd'hui, il a quitté Mercedes parce qu'il n'avait tout simplement plus la possibilité. On l'a retrouvé, je crois, chez Ferrari, pilote de développement. Aujourd'hui, il galère en Formule 1. Et justement, c'est bien que tu lances là-dessus parce que c'est la question de l'avenir un peu de George Russell et la question sous-jacente de doit-il faire confiance justement ou doit-il rester dans le giron de Mercedes. Regarde un petit peu le petit tableau là qu'on vous a proposé avec les différentes constatations. Hamza d'ailleurs on a cité quelques-unes.
Hamilton est-il maître du jeu aussi dans l'avenir de George Russell? On l'a dit, Lewis ne voudrait pas d'un George Russell à ses côtés. Le septuple champion du monde, lui, est en voie et en passe en tout cas de prolonger son contrat et d'être là l'année prochaine. Et cette question est si Bottas coûtait le titre à Mercedes, est-ce qu'on continuera à écouter Lewis Hamilton en vue de l'année prochaine? Est-ce que si George Russell restait chez Williams l'année prochaine, est-ce que ce ne serait pas l'année de trop? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'année de trop d'ailleurs pour George Russell? Comment juger de son potentiel sachant qu'il est en fond de grille? Et puis Mercedes, et tu viens de l'évoquer à juste titre Hamza, c'est quand même une filière un peu sans débouché, des millions engloutis, 0 pilote promu dans l'écurie mère. Ouais. Est-ce qu'il ne peut pas être sacrifié comme Pascal Verlaine? J'ai mis Van Dorn, je ne sais pas s'il était vraiment dans le giron Mercedes. Non, c'est non, McLaren. pas- des ouais. McLaren, en Aujourd'hui, effet. chez Mercedes, ouais. Et la question, doit-il s'émanciper à la manière d'un Esteban Ocon qui a re-signé 3 ans du côté de chez Alpine? On sait que Mercedes avait encore une option jusqu'à la fin de l'année 2022 sur Esteban Ocon, puisqu'il a re-signé. Il n'y a plus d'option pour Mercedes. Il est désormais un pilote indépendant. Regardez ce qu'il disait, George Russell, très rapidement sur son avenir. Lui dit qu'il ne se pose pas la question sur son avenir, George Russell. Il dit ceci: ils ont foi en moi, j'ai foi en eux, et le temps nous dira si je piloterai un jour pour Mercedes. Tout est clair depuis 2016. Lorsque j'ai signé chez eux, je dois faire le travail en piste et les opportunités se présenteront. Nous avons signé un contrat de 3 ans en 2018 avec Williams. Attendons donc de voir pour 2022. Ça, c'est le 15 avril 2021 qu'il répondait ça, George Russell, en démentant en même temps toute brouille, bien sûr, avec Lewis Hamilton. Quel avenir pour George Russell, les amis? Cette silly season qui commence dans un mois va être charnière pour lui. Dans sa déclaration, il dit le travail en piste. Je dois faire le travail en piste. Que doit-il faire de plus? Moi, c'est la question que je pose. Que doit-il faire de plus aujourd'hui? Mais rien, il attend. Être un petit peu plus flush. Il y en a en face qui a envie de dire. Mais vas-y, je t'écoute. Il ne doit pas avoir de problème de pression pneumatique dans le moteur. Non, enfin, non, tu te rends compte de quelle erreur il fait? ça c'est la Shkumen. Mais c'est. C'est cet aspect où, encore une fois, il y a trop d'erreurs pour moi. C'est cet aspect où c'est trop d'erreurs. Et en fait, faut que pour Mercedes, et je parle pas de Ferrari, je parle pas de Red Bull, et c'est mon sentiment sur Mercedes, pour aller chez Mercedes, tu dois être parfait. Absolument parfait. C'est vrai que qu'en Bottas, face, Ça n'existe pas tu la auras perfection. Lewis Hamilton. Mais Oui, Pierre Gasly chez Red Bull, on a vu ce que ça a donné. La semaine dernière, tu Gasly, disais c'est un Pierre autre Gasly, aspect. je veux le voir chez Red Bull, je veux le voir chez Mercedes. Pierre Gasly, si on écoute ton raisonnement pour Russell, bah c'est la même chose pour Pierre Gasly. Du coup, Gasly, on doit le virer de la F1. Non, j'ai pas dit ça. Non, surtout cet aspect. Non, Red Bull. Alors, Red pardon, Bull et on doit Mercedes. le Red Bull et mettre chez Mercedes, As. c'est quand même bien différent. Red Bull et Mercedes, c'est quand même bien différent. Surtout quand mais tu regardes. Non, excuse-moi. Quand tu regardes les différences qu'il y a entre Red Bull et Mercedes entre 2017 et 2020, ose me dire que Mercedes n'a pas été parfait entre ces années-là. Il y avait pas de concurrence. Bien sûr, c'est la Il n'y avait concurrence. pas de concurrence. Non, mais il y avait aucune concurrence à Mais côté. est-ce que- Donc c'est sur facile le- de dire qu'ils Sur étaient le parfaits. sentiment entre 2016 et cette année, avant en 2020, est-ce que tu as pas le sentiment que pour être chez Mercedes, il faut être parfait? Non. C'est pas ça. C'est pas un problème de perfection. C'est un problème de philosophie. Red Bull et Mercedes ne fonctionnent pas de la même manière par rapport aux pilotes. Red Bull s'en bat les reins totalement de virer un mec au bout de 6 courses. Pas Mercedes. Ah oui, clairement. Mercedes, ils veulent bâtir des projets long-termistes, triannuels. Oui, voilà. Et quand tu recrutes un mec, il faut que tu sois, Plus du tout. il faut que tu sois sûr de là où tu vas. Et virer Bottas ou de plus avoir Hamilton parce qu'il ne re-signe pas, ça inclut une réflexion globale sur la vision que va avoir l'écurie sur 3, 4, 5 ans. Et ça, à l'heure actuelle, Toto Wolff n'arrive pas à prendre encore le risque, d'une part parce que Lewis Hamilton a son mot à dire. Là, il l'aura peut-être moins parce qu'il va le faire signer plus Excusez-moi, tôt. il aura son mot à dire. Toto Wolff, c'est le patron de Mercedes. D'accord? Si Hamilton, il veut avoir son mot à dire, il a qu'à. Attends, Hamza, rappelle-toi Non, la situation là, chez là, Ferrari. voilà, Jean Todt était le patron de Ferrari, il était même le patron de la marque Ferrari. Et pourtant, Michael Schumacher, à l'époque, choisissait son coéquipier. Oui, mais à l'époque, Michael Schumacher, il écrasait tout. C'était le cas de sûr, Lewis Hamilton. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où Hamilton, il va peut-être perdre le titre championnat du monde de pilote et Mercedes va peut-être Mais perdre le combien titre championnat du monde constructeur. À un Tu moment. veux le garder, Hamilton. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends en compte l'avis de Lewis Hamilton, tu l'as pris en compte pendant des années. Mais à un moment, je veux dire, c'est pas l'écurie, Je le ça s'appelle perds. pas Hamilton Grand Prix. Sinon, tu prends Lewis Hamilton, il va construire son équipe, il prend son père, sa mère, son frère, il prend qui il veut. Mais dans ces cas-là, non mais dans ces cas-là, Toto Wolff, à un moment, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il a le droit d'être en désaccord avec Lewis Hamilton s'il estime que c'est pour le bien de l'écurie Mercedes. Est-ce que si Hamilton te dit je veux choisir mon coéquipier, est-ce que toi tu le suis ou pas? Je suis pas à la place de Toto Wolff, mais à un moment, s'il y a George Russell, à Sakir, il a prouvé qu'on pouvait performer chez Mercedes. On le disait en fin de saison dernière que ce Grand Prix, en termes d'image, en tout cas moi c'est ce que je pense, il a fait du mal à Lewis Hamilton parce que ce Grand Prix a prouvé qu'un
pilote talentueux au volant d'une Mercedes pouvait performer. Donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui Lewis Hamilton soit en C'était si grande le but de position de force pour imposer ses choix à Mercedes. Et c'était le but de Toto Wolff à l'époque, parce qu'il y avait la renégociation qui traînait, avec Oui, Hamilton oui. qui demandait énormément d'argent, et quelque part, est-ce que c'était Si pas. c'était le but, à un moment, va aussi falloir passer à l'action, à la vitesse Enfin, ils l'ont supérieure. signé, hein, et avec le montant qu'ils souhaitaient et toutes les conditions qu'ils souhaitaient. donc au final, il va falloir avoir une vraie discussion entre Bottas, Wolff, Hamilton, Wolff, Bottas, Wolff, Russell, pour qu'il y ait un réel avenir qui se dessine, parce que là, Wolff, à force de ménager la chèvre et le chou, comme disent les gens qui ont plus de 55 ans, coucou, top place. Non, mais c'est mon cas. Ah ouais. J'utilise souvent cette expression. Du coup, ouais, il va falloir que les abcès soient crevés, quoi. Parce que là, il y a un problème. La question qui est à l'avenir pour Russell, dans l'éventualité où en 2022 il n'est pas chez Mercedes. Mais il n'y a pas d'autre Où ça, il n'y a pas d'autre possibilité. En plus, il faut rappeler que l'année dernière, il a failli partir de la F1, hein, George Russell, hein, avec. Il y en a, Nulle part. Elles sont où les possibilités? Bah non, mais tu peux toujours renégocier un contrat, tu peux toujours casser un contrat. Oui, Enfin, pour en la- soi, la- la- en soi, Non, mais où? D'accord, mais où? Non, mais attends, Tu vas pas je te sauter dis. Vettel ou Je Stroll te, chez- je te chez dis une Aston connerie, Martin. je te dis une connerie. Zach Brown dit hey hop Daniel, merci, c'est bon, tu nous as montré que tu n'y arrivais pas. On veut Russell avec l'accord Mercedes ou quoi, on signe un accord avec Wolff. Tout peut arriver dans ces Là, c'est trucs-là. vraiment science-fiction. On sait que Ah ouais, du côté mais je de veux dire, Renault, mais- il y avait eu une tentative de move au Ah, mais moment Russell n'a où- pas quitté la F1. Hein. Il y en a plein d'autres à quitter la F1 avant. Hein. Oh. Enfin, Excuse-moi, Hülkenberg, il a on quitté mesura la pas F1. plus, hein, Je vois pas pourquoi. Ouais. Enfin, des pilotes moyens, on en a vu et il y en a encore qui vont faire leur apparition, je pense, dès l'année prochaine. Si on fait le point écurie par écurie, c'est évidemment, on oublie, il a aucun intérêt. Alfa Romeo, c'est cheap. Avec tout le respect que j'ai tu pour peux pas Russell. être dans le giron Mercedes Alpine. et aller chez Alpha. Ouais. Enfin, Non, mais à un moment, compliqué. s'il doit s'émanciper, comme tu posais la question Parce tout qu'il à y a l'heure, une réelle question Alpine, d'émancipation, oui. Ferrari, McLaren, moi aujourd'hui ça me semble injouable parce que les baquets sont pris et encore une fois, malgré les performances de Ricciardo, je le vois pas menacé pour sûr. 2022. Si Mercedes, il ne remplace pas Bottas, Red Bull, si Verstappen reste, il n'y a aucun avenir. Bien sûr. Si Verstappen part, là aussi on est dans la fiction. Il reste Alpha Tauri. Pareil, à un moment, il va faire quoi? Il va rester 15 ans chez Williams en fond de grille? Très rapidement, les amis, Oui. c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que pour vous, je ne vais pas parler à court terme, parce que c'est vrai que 2022 arrive très vite, mais à moyen terme, est-ce qu'il a intérêt, à la manière d'un Esteban Ocon, à s'émanciper du giron Mercedes pour enfin voir cette carrière décoller? Je suis d'accord. Moi, sur cet aspect-là, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser certaines questions du côté de chez Mercedes, mais surtout du côté de George Russell, parce que au-delà de 2022, si Russell est encore chez Williams ou Mercedes n'a pas d'opportunité pour lui, il faut partir parce que ça ne sera jamais. Parce qu'il y a rester patienter. Carlos Sainz, ça faisait des années qu'il attendait d'aller chez Red Bull et on lui dit bon, il y a Max Verstappen, donc désolé mon grand. Donc tu vas jamais venir en fait. Et en plus, Red Bull a essayé de le garder comme pas possible, même si je pense que Mercedes sera un petit peu différent sur cet aspect-là. J'ai bien peur qu'il doit en tout cas décider de partir et peut-être espérer de s'inscrire dans un projet qui pourra lui convenir et surtout sur le long terme. Je pense à Alpine par exemple qui construit quelque chose autour d'Esteban Ocon et c'est ce genre de choses-là qui peut être très intéressant. Pas de place chez Alpine, non? Non mais Il y je a parle pas pas de place. d'Alpine, je parle. Ah, ok. Dans- Dans C'est vrai le- que les projets sont pris, mais Oui. Il n'y a pas de place. Mais alors, Aujourd'hui, il y a un est-ce qu'il risque. projet Williams. En vrai, Fond de grille, oui. ouais, toujours. Ah, mais attends, Non, Williams en non. 2015, ça joue d'épaule. oui. Oui, mais c'est bon, ça fait 6 ans. encore une fois, Mais attends, changement d'air. Oui, on change d'air et aussi Joss Capito, le nouveau patron de Williams, a dit moi je vais faire quelque chose façon McLaren. Là, je suis dans la. Moi, Moi, on je peut suis. peut-être espérer. Là, honnêtement, je suis dans la fiction, mais moi, Mercedes a tout intérêt à faire le changement d'STT. Après, c'est complètement irréaliste au vu de la Ah oui, philosophie oui, Mercedes, et on n'est pas D'accord. chez Red Bull, d'accord, mais ils ont tout intérêt. En fait, C'est qu'en point à de vue part- marketing, je trouve ça très part- intéressant à- d'avoir deux pilotes qui peuvent jouer la win, surtout si tu es amené à prospérer, à dominer. de hein. Mercedes Je veux dire, en termes de package. aujourd'hui, tu permets à Russell de s'adapter. Tu as 6 mois d'adaptation supplémentaire en vue de 2022. Tu peux inverser ou rééquilibrer le rapport de force avec Red Bull en mettant 2 pilotes. Avec tout le respect que j'ai pour Valtteri Bottas, mais aujourd'hui, George Russell, je pense qu'il pourrait apporter plus de garanties si tout de suite il parvient à s'adapter. Ça permet aussi à Hamilton d'installer tout de suite un ascendant psychologique, parce que là, oui. Russell, sur 6 mois, il piloterait entre guillemets pour Lewis Hamilton, parce que c'est Hamilton qui est candidat pour le titre. Ça permettrait derrière, pour 2022, à Hamilton et à Mercedes de prolonger, dans la continuité, tu continues d'être entre guillemets le petit numéro 2, même si on verra après selon les performances. En termes d'image, si Mercedes est à la rue et à la traîne par rapport à Red Bull, il y aura cette curiosité, on va se focaliser sur comment ça se passe le petit Russell chez Mercedes, et on va peut-être oublier le titre, et le seul inconvénient c'est Bottas, mais Bottas il est là depuis suffisamment longtemps, à un moment...
Le mot de la fin pour toi, Brice. Bottas a prouvé une chose, c'est qu'on pouvait rester chez Mercedes sans pour autant faire des performances incroyables, puisqu'on est là au service de Lewis Hamilton. Donc je vois pas quelle pression il aurait à aller chez Mercedes. En fait, la seule pression qui existe, c'est celle que Russell pourrait mettre sur Lewis Hamilton. Et ça, je pense que c'est le choix que ne veut pas faire à l'heure actuelle Toto Wolff, parce que justement, il est traumatisé de 2016. Ah, moi, je préfère voir ça plutôt que voir un Russell type Pascal Verlaine Oui, qui sauf pourrait que quitter un jour la c'est F1. pas tant qu'un stylo du côté de Ah oui, Stuttgart. mais malheureusement. Je suis d'accord sur ça. Moi, je l'ai le stylo et je vous le dis, les amis. Je pense qu'il y aurait une belle histoire aussi à raconter pour Mercedes, avec pourquoi pas une passation de pouvoir entre George Russell et Lewis Hamilton, une cohabitation. Ça pourrait aider aussi à peut-être faire fructifier les années à venir, bien sûr, pour l'écurie britannique. Bref, on verra tout ça. N'hésitez pas à commenter ce débat en commentaire sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. On attend vos avis, des avis forts, des avis tranchés. Allez-y, liberté d'expression totale, sauf pour les insultes. Pas d'insultes, les amis. C'est important. Allez, tout de suite, sur cette petite note un peu foireuse, on passe tout de suite au quiz. Le quiz, on va faire très très vite, c'est une spéciale F1 et Autriche. On commence tout de suite avec des petites questions, ça va aller très vite. Allez. Qui est le premier champion du monde autrichien de Rins. F1 Rins. Oh la vache, il y a égalité. Remets, là, Et sérieux. ça me Je crois qu'il y a égalité T'as entre juste vous parlé deux. plus fort, Hamza. mais- Alors, J'ai déjà. c'est quoi le fait Posthume. unique concernant ce Il est mort débat en posthume, titre du monde. Bon, c'est. Ouais, Ok. je donne un point au H et un point à Brice, parce que vous étiez vraiment à égalité. Pourquoi Mais Ferrari arrête de est dire que- sanctionné d'une amende d'1 million de dollars au Grand Prix d'Autriche 2002 Ah Bah, à cause de. les conseils Non, de le changement de podium J'ai dit Barrichello la Schumacher. Il est là. Il parle plus fort. Faut s'imposer, gros. Et il articule. C'est la loi du plus fort. Alex. Qui est le dernier vainqueur autrichien en Formule 1 Gardberger Gardner, Ah, tu ouais. m'as dit Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. En Allemagne, c'était l'Allemagne 97. Non. Combien Hongrois. d'Autrichiens ont déjà d'ailleurs gagné un Grand Prix de Formule 1 3. Il est là. Oh, Gérard. Berger, Rins et Loda. Rins, ouais. Je vais pas vous le dire parce qu'en fait, il y a une autre question qui déroule. Combien de Grands Prix d'Autriche Niki Lauda a-t-il remporté en carrière 0. 3. Je vais dire 2, moi. Allez. Non, 1. il est là. Hamza Ramani. Ah, En ça 1984. Du talent, Hamza. 1984, lors de sa fin de carrière du côté de McLaren. Qui est le dernier Autrichien à avoir couru en F1 Ah, clean. Oh putain. Il allait vite. Là, il a dit. Il a dit Klein, dit pas Klein. Klein. Je le dis à Calvin ou Christian L'accent ne rentre pas en ligne de compte, on s'en fout. Christian. Klein. 2010. Le dernier pilote autrichien à avoir perdu la vie lors d'un week-end de Grand Prix. Ratzenberger. Ratzenberger. Ouais. Oh oui, bien sur vu. Imola. T'as répondu comme Bien question pour un évidemment. champion, par contre. Ratzenberger. Vrai ou faux Si le tracé du Red Bull Ring, autrefois baptisé l'Österreichring, a été retiré du championnat du monde entre 87 et 97, c'est parce que les pilotes le jugeaient trop dangereux après que Stefan Johansson ait percuté une biche avec Ouais. une monoplace. Oui. Vrai. Je suis désolé, il a dit avant toi. Il a dit vrai. En fait. T'as levé la main. Pendant que t'as levé la main, il a dit vrai. Hamza est en train de vous mettre une déculottée. Oh là Ça me là. rappelle une certaine course de C'est karting. pas vrai. Tout à fait. Oh là là. Jarno Trulli et vrai ou faux Jarno Trulli et Prost ont failli gagner l'édition 97 qui marquait le grand retour Oui. du Grand Prix Faux. d'Autriche. Oui. C'est vrai. Casse moteur qui a empêché Jarno de l'emporter. C'était sa dernière course de J'aime pas les 97. vrais ou Il était faux. prêté par Minardi à Prost. Mm. Giancarlo Fisichella, vrai ou faux, a obtenu sa première pole en Autriche. Ce sera d'ailleurs la dernière de l'écurie Benetton. Faux. Vrai. Non, je peux pas te le donner celui-là. C'était bien sûr vrai. T'es le pire rongeur. Allez, on termine très rapidement, Allez. les amis, sur un qui suis-je. Ça fait des mois et des Oh, mois, des allez. mois et des Un mois. qui suis-je qu'on l'a pas autrichien vu. Un qui suis-je autrichien Oui. Allez. Oui, 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 Bonne oui. soirée. Hein. J'ai aujourd'hui 52 ans. Je suis né dans la région du Tyrol. J'adore ces éléments-là parce qu'on s'en fout. C'est la ouais. J'ai disputé en tout et pour tout 42 Grands Prix en F1 entre 91 et 95. Comme Michael Schumacher, je suis issu de la pépinière de chez Mercedes, dont je suis à la base l'un des plus grands talents. J'ai en effet battu et Schumi et Frenzen en F3. Malheureusement, après avoir connu 3 écuries, Leyton House Racing, dont vous ne vous souvenez pas, l'écurie March, puis l'écurie Sauber, je ne parviendrai jamais à faire la moindre pole, la moindre victoire, le moindre podium. Le podium, je vais le connaître quand même. Oh, 24 heures du Mans en 96 sur une Porsche à côté du Français Yannick Delmas. Je remporte aussi les 24 heures de Daytona en 2000 sur une Viper. Mais si ma carrière se termine en endurance en 2008, mon histoire en F1 subit un arrêt brutal du côté de Monaco en 94, quelques jours seulement après le funeste Grand Prix d'Imola. À la sortie du tunnel, l'endroit le plus rapide du circuit, je perds le contrôle de ma monoplace, probablement à la suite d'une petite touchette contre le rail. Ma Sauber part alors dans une longue glissade avant de heurter latéralement les barrières à la chicane du port. Entre la vie et la mort, je passe 19 jours de coma à l'hôpital de Nice avant d'être plongé 2 semaines dans un profond sommeil du côté de l'Autriche de chez moi.
Je vais rater la fin de saison 94. Je vais être remplacé, je crois, par un certain Jean-Christophe Bouillon, un Français, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi, bien sûr, dans les commentaires. Et quand je reviens en 95, malheureusement, je n'ai jamais récupéré mes facultés. Oh, je l'ai pas. J'ai le même prénom que Karl Marx. Pardon. Mais Karl quelque chose, ouais. Karl, Vous l'avez pas? Non, vraiment non. Bon, on s'arrête là. Karl Wendlinger. Ah, mais alors, vraiment, C'était pas vraiment. facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Je pensais Jamais que vous de la l'aviez vie. avec l'histoire du crash. Non. Merci les amis pour cette belle émission. On a pris le temps, bien évidemment, sur les antennes de Auto Plus Télé. Et puis surtout, à la First Team Sport, bien sûr, rendez-vous mercredi sur YouTube. Lundi soir, 19h sur Auto Plus Télé. Vous allez voir, on peut la retrouver en rediff aussi assez facilement. Le canal, ça se passe sur la Freebox. C'est le 232 232. Voilà, on l'oublie pas. Et puis surtout, on attend vos retours sur cette émission. Donnez-nous de la force, les amis. On en a besoin. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Autriche. Salut, merci Hamza, merci Alex, merci Brice. Merci à vous. Salut. Et merci la First Team, merci Polo, merci Tom. Merci à tous.